Toutes ces mines bronzées. Oui, Claude Sarraute n'est pas là, évidemment. On l'a cherché à Rungis ce matin, mais on l'a pas trouvé. Sa famille a appelé. C'est affreux quand même ce qui s'est passé. Il y a eu des trucs cet été. On regrettait de ne pas être à l'antenne parfois, hein, Pierre Bénichou. Ah bah oui. On regrettait aussi de ne pas être surtout vieux. Pour donner un petit coup de frais à tout le monde, mais enfin quand même. Vous avez souffert de la canicule vous-même, Pierre? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je suis originaire d'un pays où il fait 63 degrés l'hiver. Non, c'est vrai qu'on croit que quand on vient des pays chauds, de la Côte d'Azur, d'Afrique du Nord, comme moi, là, on est moins sujet aux troubles de la canicule. Et ben pas du tout, au contraire, parce que nous vivons dans des pays où il fait nous vivions dans des pays où il fait le même climat, mais tout est adapté pour. C'est-à-dire les donc murs. Donc t'as souffert. Les murs sont gros. Pardon. Donc t'as souffert. Oui, j'ai souffert. Bah, tout à l'heure, tu as dit que t'avais pas souffert parce que tu venais d'un pays chaud. On te laisse parler pendant 5 minutes et après tu dis oui, effectivement, on ne peut pas croire, c'est pas parce que tu viens d'un pays chaud. La saison commence mal. C'est tout ce que j'ai à te dire. J'en connais qui passeront pas l'hiver. Isabelle Mergo, vous-même, vous avez souffert? Ah bah il a fait très chaud, mon chat a beaucoup souffert puisqu'il en est mort. Mais il était vieux. C'était une chatte, je le rappelle. Si je l'avais pas. Ah, je la connais. Enfin, Dieu, mais vous l'avez pas tondu un peu pour le... Dieu sait. Ah bah j'avais pas besoin de l'attendre parce que déjà elle perdait tous ses poils. Ah oui. Bon. Et Dieu sait si on l'a caressée. Hein. Oh bah elle était mignonne. Elle était mignonne. Oh, elle était pas farouche. Non mais c'est vrai cette histoire? Ah bah c'est vrai, elle est morte. Votre chatte est morte pendant l'été. Ah, et elle n'avait pas de famille, une autre chatte qu'elle connaissait? Non, il y a parce que là, vous avez vu la mairie de Paris, c'est horrible ça. Alors voilà, c'est ça qui est terrible, c'est que non seulement il y a des personnes âgées qui, c'est ce qui m'a le plus attristé, moi, ont péri pendant l'été, mais en plus il y a des familles qui ne sont pas allées les récupérer. C'est le drame humain le plus absolu, non? Parce que la plupart étaient abandonnés. Hein. Peut-être. Mais c'est vrai en plus. Hein. Le pire, c'est qu'on dit que les chiffres seront encore plus graves puisque des gens vont rentrer maintenant de vacances et vont découvrir peut-être leurs voisins morts. De vacances. Non, mais parce qu'il y a des gens certainement qui sont morts à certains étages et les voisins n'étaient pas là pour s'en apercevoir. Ça se sait avec ça se sent surtout. Ça, oui. non mais c'est vrai, c'est affreux. Oui, non mais c'est ce qu'il y a de plus affreux en effet que de penser qu'il y a des morts, qu'il y a tant de preneurs, si on peut dire, dans des camions frigorifiques, c'est une chose affreuse. Eh ben moi, ça me choque moins que le fait qu'ils soient morts de solitude. Parce que quand les gens sont morts... De chaud. Une seconde. De solitude. De solitude, oui. Parce que quand les gens sont morts, c'est vrai qu'il y a un truc religieux. Mais les morts, c'est les vivants dont il faut s'occuper. Or, ces gens-là, on ne s'en est pas occupés. Eh ben, les gens ont voulu avoir des progrès de la médecine qui fait qu'on vive jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans. Et tout le monde dit c'est formidable. Les gens ne savent pas qu'on a des devoirs. Avant, on avait des devoirs qu'avec les enfants. Maintenant, personne ne laisse ses enfants mourir de froid ou de machin. Et on laisse les vieux mourir de chaleur. Ben, c'est quelque chose de honteux. Ouais. On devrait obliger les gens, manu militari, à s'occuper de leurs parents de 90 ans. On ne doit pas dire... Mais alors, il y a un truc. D'ailleurs, vous n'êtes plus que 4 là, hein, avec moi à faire cette émission, mais aux grosses têtes, il n'y a plus que Philippe Bouvard, il paraît. Tous les autres sont morts pendant l'été. Hein. Ouais. Mais moi, ce qui me paraît terrible, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur les chiffres. C'est-à-dire c'est-à-dire que selon les organisateurs, il y a 5000 morts. Aux grosses têtes, 5000 morts. Non, mais... Non, mais ça va, les chiffres, on les connaît. Je trouve cette polémique... Non. Il y a plus de 10 000 morts. C'est quelque chose d'avéré. Après qu'il y en ait 11 000... Il y a plus de 10 000 morts en plus. Plus de 10 000 morts. Oui, en plus, 10 000 morts de la canicule. C'est tout. Donc, c'est des chiffres absolument avérés. Alors, irresponsable. Alors, monsieur Mattei, le ministre de la Santé, il a très très mal joué quand même. Il a senti franchement... Arrêtez de dire Mattei, un peu de pluie. Ça n'a rien fait. Je parle sous le contrôle en début d'année de Pierre Bénichou. Bachelot de l'eau. Je parle sous le contrôle. Vous avez d'autres slogans comme ça, Isabelle ? Allez, on va retrouver. C'est très très bien. Je parle sous le contrôle de Pierre Bénichou. Si la responsabilité politique a un sens et si le ministre de la Santé ne démissionne pas, alors je me demande à quoi ça sert d'être politique. Évidemment, il faut qu'il démissionne. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse, le ministre de la Santé? Le ministre de la Santé. Non, attendez. La question est très simple. À un moment donné, il y a eu un nombre de morts tel que des autorités auraient dû être averties. Vous savez qu'en France, dans les 24 heures, on doit déclarer les morts. Donc, partout, comme disait très justement un expert, dans un petit village, si vous avez 2 morts par semaine, tout d'un coup, vous avez 4,
vous vous inquiétez pas. Mais dans une ville où vous voyez que vous aviez d'habitude 50 morts et que vous avez 100 morts ou 150 morts, comment ça se fait que ça n'est pas remonté jusqu'à l'autorité compétente? Je suis d'accord avec ce que dit Gérard. Au moins qu'il écoute la radio, je sais plus sur quelle radio, je pense, c'était sur Europe. Il y avait les chiffres gouvernementaux qui disaient non, il y a autant de morts que d'habitude. Et il y avait un type des pompes funèbres générales qui disait ok, officiellement on nous dit ça, mais moi je sais dans mon service, si j'ose dire, qu'il y en a beaucoup plus. Donc au moins s'ils écoutaient la radio, ils seraient au courant. Non mais le monsieur Abenaïm là, qui était le directeur de la celui qui a démissionné. Celui qui a démissionné, le directeur de l'assistance publique. Bon, il a dit une chose très simple. Il a dit que c'était pas une canicule qui avait duré tellement longtemps. Moi, j'ai suivi ça parce que c'est passionnant quand même. C'était une nuit. C'est une nuit où il a fait 24 degrés, 34 degrés. Et ben cette nuit à 34 degrés à Paris a fait peut-être tous les morts et surtout parce qu'il y a non seulement beaucoup de morts, il y a beaucoup de gens qui s'en sont sortis mais qui ne s'en remettront pas. Parce que quand on a 90 ans et qu'on a pris un coup de chaud comme ça, que la température est montée à 41 degrés, même si on est récupéré, eh bien, on a des lésions irréversibles. On a le cerveau crame, quoi. Ouais. Et ben, des cerveaux fatigués crament. Et ben, donc, qu'est-ce que vous voulez qu'un ministre de la Santé fasse? À part Thierry Roland qui va mieux. Ah oui, il a commenté le match. Je vais vous répondre, la saison des grosses têtes. Je vais vous répondre. D'abord, ce qui n'a pas collé dans ce gouvernement, c'est les termes qui ont été utilisés. Ils ont eu peur au début de dire que c'était une catastrophe, que c'était une hécatombe. Alors, ils avaient des termes inadéquats. Ils disaient, je me suis rendu compte que c'était grave. C'est vrai que c'est sérieux. Alors qu'il fallait dès le début utiliser des termes à la hauteur de 10 000 mais il fallait surtout aménager. Et ensuite, je ne parle pas de l'habileté des hommes politiques. Je parle ou de leur manque d'habileté. Je parle simplement de aurait-il été plus violent, plus alarmiste. Eh bien, ça n'aurait rien changé. Mais si, parce qu'on se serait occupé des voisins, on aurait frappé, on aurait donné de l'eau. Mais bien sûr. T'occupes beaucoup de tes voisins, toi, ça tromper. Mais c'est surtout que les établissements sont pas équipés, et puis il y a un manque d'effectifs. Est-ce que finalement, quand même, les responsables ne sont pas les directeurs des maisons de retraite, parce qu'il y a quand même la majorité des décès qui viennent des maisons de retraite. C'est quand même l'endroit normal. La majorité vient des maisons de retraite. C'est quand même l'endroit où normalement on s'occupe justement des vieux qui y sont. Je sais pas si vous avez visité des maisons de retraite, mais c'est terrible, quoi. Ah oui, moi j'en ai visité parce que malheureusement j'ai dû mettre mon père en maison de retraite et pas drôle du tout. Et puis, c'est terrible. J'avais vraiment pas envie de le laisser là. J'ai trouvé une superbe maison, mais pour une maison, j'en ai visité, je sais pas, une vingtaine où il y a aucun confort, où il fait une chaleur à crever. Alors je sais que c'est délicat de mettre la clim, hein, parce que ça véhicule toutes sortes de maladies. Donc bon, mais la clim ne paie pas toujours. Non, ça c'est sûr. Non mais. Eh bien. L'émission est relancée. Ouais. Il y avait un très beau titre de Libé d'ailleurs, Clim et Châtiment. Bon, en tout cas, Monsieur Raffarin lui-même est un peu victime de cette canicule. On lui a reproché de ne pas être rentré suffisamment tôt de Combloux où il était en Haute-Savoie. Vous lui reprochez ça? Moi, je vais vous dire, franchement. J'essaye de ne pas faire, comme ils disent, de polémique, mais je crois que la raison principale, et ça aurait été la même chose avec la gauche, c'est qu'ils ont voulu préserver leurs vacances. Moi, je suis convaincu de ça. Ça a l'air incroyable, on dit, mais c'est pas possible. Eh ben, si, ces gens-là ont voulu préserver leurs vacances. Moi, je donne juste une information, je suis sûr qu'elle est vraie. C'est qu'à un moment donné dans le journal, comme un imbécile, j'ai lu qu'il y avait 50 morts à cause de la canicule, tout au début. Et j'ai dit à ma compagne à ce moment-là, 50 morts, mais c'est une véritable catastrophe. L'imbécile que j'étais, sans se douter qu'il y en aurait 10 000. Donc, qu'on n'ait pas eu le sentiment à un moment donné qu'il fallait, quand on est un homme politique, interrompre ses vacances, revenir tard sur le pays, je suis convaincu c'est la deuxième révolution à laquelle j'appelle, c'est que arrêter ce mois d'août ridicule. Avant, les ouvriers travaillaient 48 heures par semaine, les hommes d'affaires travaillaient 45 heures, tout le monde travaillait beaucoup, donc le mois d'août, c'était fermé. Bon. Maintenant, où les gens travaillent moins, et tant mieux, parce que c'est normal, où il y a des week-ends, les sacrés-saints week-ends, sacro-saints week-end, et on continue à fermer. La vie est arrêtée entre le 1er et le 31 août. Je trouve ça ridicule et indigne d'une civilisation moderne. Enfin, je veux dire, c'est grotesque. Il paraît qu'on le trouve, c'est beaucoup plus ça que les 35 heures, que le crédit de la sécurité sociale, que le problème des hôpitaux en général, des infirmières et tout ça. C'est l'absence de médecins au mois d'août. Pourquoi est-ce que les urgences ont été à ce point engorgées? J'ai essayé de Georges Clooney. Je n'ai pas réussi à obtenir Georges Clooney de l'été. Non, parce que personne n'a trouvé son médecin.
Ils téléphonaient à 10 médecins, ils ne trouvaient pas, donc tout le monde allait aux urgences. Bon, alors, donc d'après vous, Gérard Miller, monsieur Mattei aurait dû démissionner. Moi, il aurait dû faire autre chose. Je pense qu'il doit démissionner. C'est pas du tout ça qui ferait revenir, évidemment, les morts, mais qu'il y aurait au moins la possibilité de se dire que la responsabilité politique, ça existe. Je ne pense pas du tout que c'est un mauvais homme ou qu'il n'ait pas de cœur, mais la responsabilité politique, ça existe. Il était ministre de la Santé des 10 000 morts de la canicule. Eh ben, on démissionne. Je suis désolé. Et j'aurais dit la même chose pour un ministre de gauche. Je m'excuse, sinon il n'y a pas de Bernard Kouchner, qui est plutôt à gauche, soutient plutôt, justement, le professeur et ministre. Il a été très inadéquat, Bernard Kouchner, dans cette histoire-là. Très inadéquat. Il y a un moment donné où l'urgentiste, dont j'ai oublié malheureusement le nom, qui était un type proche du PS, a tiré le signal d'alarme. Et le lendemain même, Kouchner a dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que se tourner vers le gouvernement ?» Et cet urgentiste, s'il avait été plus écouté au moment où il a parlé, peut-être aurait Il a été écouté. On ne peut pas avoir été plus écouté qu'il ne l'a été. Quant à se demander si c'est des hommes de droite ou de gauche au gouvernement, évidemment, ça n'a aucun sens. Mais n'oublie pas que tous les gens qui sont là, Mattei, Abenaïm, Drucker, le troisième, tous ont été nommés par Kouchner. Ce sont tous des hommes de Monsieur Abenaïm. Il est lutte ouvrière. On ne peut pas être plus à gauche. Bon. Alors, tiens, il y a Tarlette encore. Mais alors, ne disons pas que la droite c'est la gauche. Ce sont des hommes de bonne volonté. Ce sont des gens qui ont été dépassés par cet événement parce que de toute façon, même s'ils avaient gueulé, il n'y avait pas les structures adaptées pour le faire. Un point, c'est tout. Moi, je crois pas que ça. Avec un petit oubli qui me surprend de ta part, un petit oubli qui me surprend de ta part. Là-dessus, je suis désolé, on va reparler politique. C'est qu'il y avait par exemple un certain nombre de mesures qui avaient été prises pour aider les personnes âgées, y compris l'APA, qui a été diminuée de façon drastique il y a très peu de temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est en projet de diminution, ça n'a pas encore été diminué. C'est ça qu'on reproche à ce gouvernement, à ce Parlement, d'avoir voulu réduire la prime aux personnes, l'aide à domicile. Bon, pour l'instant, c'est pas encore en vigueur. Non, il faut pas chercher de mauvaise querelle devant des tragédies nationales comme ça, c'est de la connerie. Il faut résumer ça en disant meilleur vieux pour l'été prochain. On change de sujet, c'est urgent. Un peu de musique nous ferait du bien, par exemple. Et savez-vous, d'après vous, tiens, Vandel, vous qui êtes jeune. Quel a été le tube de l'été? Ça n'a pas été Chihuahua, c'était Norah Jones qui a vendu 700 000 albums. Mais ça n'a pas été un vrai tube de boîte de nuit. Le vrai tube de boîte de nuit, c'est Chihuahua. Quand même. Mais pas tant que ça. Vous avez dansé sur Chihuahua, Isabelle? Je sais même pas ce que c'est. C'est dommage parce qu'on va avoir son interprète tout à l'heure au téléphone. Moi j'ai dansé sur Chihuahua, mais je suis tombé parce que c'est trop petit. Mais c'était le Chihuahua de Belmondo. Oui. Ah non, Belmondo est papa. Hein. Ah bon? Vous avez vu un Chihuahua? Non. Ah bon. Non, d'une bière, elle s'appelle Stella. Gérard. J'ai dansé sur Chihuahua. Ah oui? Et ce qui m'a beaucoup Comment ça se danse? Dans l'histoire de Chihuahua, c'est un peu comme toutes ces danses latino, pseudo-latino. Voilà, montre-nous, c'est ça. Ce qui est extraordinaire sur Chihuahua, est-ce que tu sais que ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est la façon dont on choisit les titres. Parce que je me suis aperçu que la lettre la plus porteuse, c'était le A. Oui. On s'est aperçu que les I, que les U, que les E étaient trop pointus ou trop difficiles. Très bon papier dans l'Obs. Un très bon papier dans l'Obs qui expliquait que le A, c'était effectivement la clé, pas absolument garantie, du succès. La lambada, par exemple. Lambada, et toutes les danses de l'été ont été en L'été indien, il y a le nombre A. Non, les danses de l'été, regardez les dernières. La Macarena. La Macarena, Chihuahua, lambada. Boogie Woogie. On écoute le Chihuahua pour ceux qui l'auraient pas entendu. On peut le redanser pendant ce temps-là? Si vous voulez, Gérard. Et après, nous aurons au téléphone l'heureux vainqueur de l'été, DJ Bobo. Chihuahua. 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 Chihuahua, yeah, that's cool, alright. Fun in the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out loud. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Chihuahua.
someone else wins the race. No, I give up, today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. What can make you move? Can you feel the groove? What can make you dance? Oh, Chihuahua. What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Oh, Chihuahua. 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 Chihuahua, le succès de l'été. Gérard, vous êtes éclaté là-dessus. Il a bien dansé, vous avez vu. C'est impressionnant. Il est d'un érotisme. Mais alors, Merci bien. Merci. c'est une posture où tu avais vraiment réussi à ne pas l'entendre pendant tout l'été. Je n'ai jamais entendu cette chanson. Donc t'as jamais allumé TF1. Mais je regarde jamais la T'es télé. jamais allé au supermarché. Bah, y a pas ça. Si, Ah bah, je vous dis qu'il n'y a pas ça, quand même. Mince. Moi, quand j'ai Il va poussé dans mon un caddie... supermarché où il passe encore Michel Thor, c'est pas sa faute. DJ Bobo est au téléphone, bonjour. Bonjour, hello. Hello. Alors, je crois que DJ Bobo ne parle pas français, autant vous le dire tout de suite. Vous ne parlez pas français? Je comprends. Ah, vous comprenez? Ah, ça tombe mal. Mais si, on va parler en français, il va nous répondre en anglais, on va traduire. Parce que vous êtes suisse-allemand. Yes. Yes, voilà, ça je comprends moi aussi. Et vous avez donc choisi de chanter en anglais. Pourquoi d'ailleurs chanter en anglais? Yeah, I was always singing in English because I sold my music everywhere in the world, so it makes sense to sing in English. J'ai toujours chanté en anglais parce que pour vendre la musique dans le monde entier, donc voilà, c'était pas une question pour lui. Voilà, je reconnais que j'ai fait un succès commercial, ajoute-t-il, mais c'est vrai que je voulais m'en mettre plein les poches et c'était ça l'important. Non, je traduis. En gros, c'est ça, oui. Grosso modo. Tu résumes en plus. Vous attendiez, est-ce que vous attendiez à ce succès? Est-ce qu'on peut savoir combien vous avez vendu de disques? Est-ce que vous avez un dernier pointage? Combien de disques vendus cet été? Simone, le pointage. This summer, you mean? How many singles I sold? Yes, exactly. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a reposé la question. Il a dit textuellement. La différence entre Mozart et moi, c'est que Mozart vendait peu de disques, mais il faisait chier tout le monde. Tandis que moi, je vends plus de disques, mais je suis suisse-allemand. My question was, allez-y, Philippe Vandel. How many records did you sell? I don't know. I don't know exactly. En plus de 500 000, peut-être même 1 million maintenant, au moment où je vous parle, parce que Non. au milieu How much money did you earn? Combien d'argent vous avez gagné? Parce que ça, I guess a few millions. Plusieurs millions. de francs suisses. Mais c'est son premier tube. Yeah, the francs suisse, yeah. Is it your first tube? No, I had many hits. justement, Is it your first success? No, definitely not, no. Non? No, I had many hits and I sold records before. vous avez vendu déjà beaucoup de disques avant, mais où alors? En Suisse? Sorry? Ah non, parce que- Où avez-vous vendu d'autres disques avant Chihuahua? Mostly Germany and en Allemagne. South America and Et en Amérique du Sud. Asia. Mais vous avez fait la chanson et TF1 et l'organisation commerciale s'est greffée dessus, ou est-ce que vous avez fait un contrat avec TF1 et vous avez fait la chanson? Compliqué, ça. Même moi, je n'ai pas compris ta question, alors t'imagines le pauvre. Who came first, the song or the TF1 operation? The song was first. Voilà. La song chanson was made existe. last year, 2002. Voilà, la chanson existait d'abord, elle a été numéro 1 au Mexique, en Espagne à l'origine, et puis ensuite Coca-Cola a choisi cette chanson comme hymne de ses spots publicitaires. Coca-Cola pour Isabelle. Ça Coca-Cola, va, c'est je une connais. boisson gazeuse. Oui, je Elle n'est connais. pas allée au supermarché de l'été. Je connais ça. Tu Non, connaissais ça? Pierre, tu connaissais la chanson, franchement? Coca-Cola? Non, la chanson du Chihuahua, tu connaissais ou pas? Non. Ah bon, bah voilà, on est deux. Mais je dis ça uniquement pour t'emballer, mais évidemment que je connaissais, ça tombe bien. Je vis avec Chihuahua, moi. J'en ai 3, je les promène tous les matins. En voyant en tout cas le succès de Chihuahua et de la musique de la pub Coca-Cola, c'est la maison de disques BMG qui a lancé une opération promo
il faut bien le dire, matraquante. On n'a pas pu y échapper pendant l'été. 1,5 million d'euros, aussi bien à la télé et à la radio, de promo pour la chanson. Ça fait un tube, ça fait un succès. On va vous applaudir, vous remercier et puis surtout vous souhaiter de bonnes vacances maintenant. Est-ce que vous comptez passer, ce sera ma dernière question, last question. Yes. Est-ce que vous comptez... il a bossé l'été, on se demande ce qu'il fait l'été. Est-ce que vous comptez venir en France chanter sur scène votre tube Chihuahua? If we're coming back to France? Yes. Yes, we're going to do some TV shows, and we hope to perform in Paris in end of October. We're going to do one concert, so I hope you're going to be there. Il va venir en octobre, certainement. Fin octobre, il espère que vous serez là, Laurent. Voilà, nous serons là, on l'accueillera. De son vrai nom, René Baumann. Vous appelez... c'est moins bien. Hein. René Baumann, c'est votre vrai nom? Yes, that's my real name, yeah. Voilà, et vous étiez au départ artisan boulanger. I was a baker before, it's true, yeah. Voilà, il était boulanger. Rendez compte un peu? Ça fait plaisir quand même. Je pense mon boulanger qui chante tellement bien et que personne ne prend. Non mais Monsieur Baumann, moi je suis pas là fin octobre quand vous venez parce que j'ai la chasse. Après ça j'ai les sports d'hiver. Mais est-ce que vers avril vous pouvez me donner un rendez-vous? J'attendrai jusque là. On vous applaudit, on a dansé sur Chihuahua. D'ailleurs, d'où ça vient ce titre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera finalement ma toute vraie dernière question. Qu'est-ce que veut dire Chihuahua? Qu'est-ce que veut dire? What I want to say with Chihuahua? Yeah. No, what is exactly the meaning of the word? Of Chihuahua, yeah. For me, of course, I knew before when I made the song that it's a dog, but for me, it has nothing to do with the dog. For me, Chihuahua is when you're in trouble. Just say Chihuahua and things are gonna. Ah oui, quand ça va pas bien, vous dites Chihuahua et ça va mieux. Ah bah voilà. Mais bien sûr, les vieux qui ont fait Chihuahua pendant l'été sont encore vivants aujourd'hui. Ils ont même fait Chihuahua sous eux même parfois. On vous remercie, on vous applaudit, DJ Bobo. À la Halle, la rentrée réussie, c'est une rentrée premier prix. Sachant que la Halle propose pour les enfants de 2 à 12 ans une tenue complète avec un haut, plus un pantalon, plus une doudoune sans manches, sachant que le total ne fait que 24,99 €, résultat, une rentrée premier prix réussie. La Halle. Offre valable jusqu'au 10 septembre sur les articles signalés par étiquette. Vive les bonnes affaires Danone. Pour essayer, c'est merveilleux. Sur crème de yaourt Cuipo. Il y a des euros qui rendent heureux. Jusqu'à 1 € d'économie. Sur vos prochains achats, crème de yaourt. Jusqu'à 1 €, ça donne envie. De goûter crème de yaourt. Les bonnes affaires Danone. Des bons de réduction de 0,3-0,6 €, non cumulables, utilisables jusqu'au 31 octobre. Voir modalité sur les lots porteurs de l'offre. Les bonnes affaires Danone. Des euros qui rendent heureux. Avec le booking bonus du Club Med, plus vous réservez tôt, plus vous gagnez des... Un exemple. Si vous réservez maintenant pour mars 2004, le booking bonus vous fait gagner 200 €. En fait, pour gagner des... Il vous suffit de penser qu'en mars, vous ferez de la... ou du... Incomparable Club Med. Offre soumise à condition. Réservée tôt dans les agences Club Med, Havas Voyage et agences agréées. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergot, Gérard Miller, Pierre Bénichou et Philippe Vandel. Philippe, oui, vous vouliez ajouter quelque chose à propos de Chihuahua et de l'impact de la chanson et surtout de la campagne de promotion? Ah mais c'est dingue. Alors il y avait une campagne de promotion avec TF1, ce qui est normal puisque c'est du commerce, mais il y avait même un reportage dans le 13h de Jean-Pierre Pernaut sur les tubes de l'été. Donc c'était normalement ça devrait ratisser large. Il n'y avait que Chihuahua cité en exemple, que des extraits de Chihuahua. Ils sont à la Fnac avec une vendeuse qui monte Chihuahua. Dans un bar, le barman dit c'est formidable. Et ils disent il y a quand même pas que Chihuahua dans la vie. Oui, il passe un autre extrait. Nice people. Faut le faire. C'est pas orienté du tout. Donc, pas du tout. J'ai eu du courrier quand même pendant les vacances parce que j'ai consulté les emails. Vous pouvez continuer évidemment à nous envoyer vos réactions, quelques emails. On les lira évidemment comme on le faisait l'année dernière, chaque année en début d'émission. Bon là on a un peu commencé différemment parce que c'est le premier jour et puis on n'a évidemment pas encore de réaction sur les émissions de la rentrée, mais il y a des emails qui datent même de juin, vous voyez, évidemment, parce qu'on les a laissés tomber pendant 2 mois. Quelqu'un qui dit Isabelle, j'écoute votre émission, j'aimerais avoir la liste des livres présentés ces 2 derniers mois dans votre émission, j'en cherche un pour l'été, mais je n'arrive pas à retrouver le titre ni le nom de l'auteur. Elle a dû passer un été sympathique, elle. C'est pas facile à retrouver un livre dont on n'a pas ni le nom ni le titre. Le nom ni le titre, c'est embêtant, mais le prix non plus, elle n'a pas. Non, pas le prix. Un petit bonjour à tous, nous
nous écrit Fatima, et surtout bonne rentrée. Je vais enfin pouvoir reprendre mes bonnes habitudes, à savoir programmer votre enregistrement sur ma chaîne IFI et vous écouter dans la joie et la bonne humeur en rentrant le soir. Bonne rentrée et toutes mes amitiés à toute l'équipe et notamment à Stéphane Pocrin qui reviendra cette semaine et Gérard Miller. Fatima. Merci beaucoup pour nous. Ouais. C'est très sympathique, Fatima. Merci Fatima pour votre bon. Non, Monique vous écrit, Pierre. Monique Lopez dit grand merci à Pierre Bénichou pour son article cet été concerné à Léo Ferré dans l'Obs de juillet. Les médias en général ont comme d'habitude oublié l'anniversaire d'un de nos plus grands poètes. On préfère les émissions sempiternelles sur Clo-Clo. Bravo Pierre. Merci beaucoup, Monique. Et je pense que vous m'écouterez sur votre chaîne IFI, car ma voix sur 8 pistes est encore plus claire. C'est pas la même, hein, c'est pas la même. Ça fait rien. Je lui offre une chaîne IFI. Olivier, un auditeur très bien informé. Alors, c'est incroyable parce que je suis sûr que vous-même vous ne le savez pas. Nous apprend que un de nos chroniqueurs a obtenu le 18 juillet dernier son premier diplôme, le permis de conduire. Ah bon, qui ça Olivier peut être? Stevie. Bravo, Pierre Bénichou, c'est Stevie. C'est moi qui étais le moniteur. Et comment il le sait, cet Olivier? Alors ça, je ne sais pas comment Olivier sait ça. Mais il était piéton. Il nous envoie un email pour nous dire que Stevie a eu son permis le 18 juillet. Il lui manque plus que le bac. Rassurez-vous. Rassurez-vous, nous dit Olivier, j'ai appris aussi que Stevie voulait à tout prix maintenant passer son permis moto. Car il s'est aperçu que depuis 6 mois, il conduisait Harley sans permis. Harley, c'est le nom de son chien. Ouais. C'est plutôt drôle. Ouais. Vous voyez, les auditeurs alors, les auditeurs ont aussi parfois un peu d'humour, de l'humour noir, évidemment. C'est pas ici que ça arriverait. Non, alors évidemment, à propos d'un des drames de l'été dont on n'a pas encore parlé, la disparition de Marie Trintignant, l'emprisonnement évidemment de Bertrand Cantat, le leader de Noir Désir, qui l'a frappé, je veux dire qu'il l'aurait frappé manifestement, il l'a frappé. Christophe Rousseau nous envoie un petit slogan pour résumer la situation. Ce serait « Tu t'es vu quand t'as bu ». Oui, j'ai déjà lu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était pas spécialement drôle. Enfin, oui, on pouvait le dire quand même. C'est curieux d'ailleurs, parce que c'est un drame qui a vraiment marqué les Français. Or, depuis 8 jours, vous êtes tous au courant de la dernière histoire qui circule, mais il n'y a pas une journée sans qu'on vous dise « Alors, tu connais le nouveau nom de Noir Désir ?» Tout le monde... Ah non, c'est quoi? Ah mais si, Supertramp. Ah non, je sais pas. Il n'y a pas une journée, mais il n'y a pas une journée sans qu'on vous la raconte. Moi, je devais être dans le même supermarché qu'Isabelle, parce que je la connaissais pas. Il n'y a pas une journée sans qu'on vous raconte cette blague, Gérard. Ah oui, absolument. En général, cet été, si vous voulez, on a dansé sur Chihuahua et après on racontait la blague sur Supertramp. Moi, j'ai passé tout mon été comme ça. Bon, une réaction face à cet événement, Gérard Miller, événement dramatique, et on peut d'ores et déjà annoncer d'ailleurs la sortie prochaine d'un film avec Marie Trintignant sur la vie de Janis Joplin. C'est le JDD hier qui nous disait que ce film était assez exceptionnel et qu'elle jouait de façon magistrale cette chanteuse Janis Joplin. Et c'est François Cluzet qui joue. Faire des blagues avec ça. François Cluzet, ex-mari de Marie Trintignant, qui joue John Lennon dans un film réalisé par ailleurs par notre compagnon de Marie, puisque Jean-Louis Trintignant fait aussi une apparition dans le film. Pierre Bénichou, je sens que vous voulez dire quelque chose. Non, je voulais rien dire. C'est un coup de malheur, quoi, qui est arrivé. C'était une dispute affreuse. Et c'était comme ça. C'est pas une dispute. Il l'a tabassé, il l'a assassiné. Oui, je sais bien. Enfin, c'est une horreur, quoi. Une horreur, mais on a mis ça sur la passion et tout. C'est ça, moi, qui m'a choqué. Non, moi, je crois que la grande erreur, c'était de mettre ça sur les femmes battues. C'est évidemment pas une histoire de femmes battues. Une femme battue, c'est quelqu'un, qui est battu avec quelqu'un dans la durée. Non, d'absolu, qui le fait de façon absolument lucide et qui bat sa femme comme par méchanceté. Là, ça a été quelque chose d'inexcusable, d'inexpiable, d'horrible, de tout ce que vous voudrez. Mais on peut pas dire que ce soit une femme battue à qui on dit tiens, tu vas recevoir 3 coups de bâton. Parce que ça, c'est horrible. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un autre problème, plus grave peut-être, qui est un problème de malheur de la folie des couples et des trucs. Moi, c'est ça dans tous les femmes battues, c'est ça aussi. Il y a tous les cas de figure dans les femmes battues. C'est peut-être pas la première fois qu'elle se fait taper qu'elle s'est fait taper par lui. Lui, manifestement, c'était pas la première fois. Voilà. Manifestement, je n'en sais rien. Moi non plus, je n'en sais rien. Mais je trouve que dans la vie, on peut avoir des principes simples. C'est qu'en général, moi, j'ai toujours pensé, quand on avait une arme chez soi, on finissait par s'en servir. Quand on lève la main sur quelqu'un, ça finit toujours mal. Donc c'est tout. Il faut avoir des principes simples. On ne lève pas la main, même pour une gifle sur quelqu'un.
Et quand on a ce principe simple-là, alors effectivement, il y a des tas de gens qui ont donné des claques, qui ont donné des coups, et Dieu merci, ça ne s'est pas mal terminé. À partir du moment où vous commencez à frapper l'autre, à un moment où vous prenez... C'est pour ça que dans tout autre domaine, et Laurent peut en témoigner, j'ai toujours été contre les gens qui s'en prenaient à l'intégrité physique, même le type qui lance simplement des tartes à la figure. On ne s'en prend pas à l'intégrité physique de l'autre, et à plus forte raison, évidemment, dans les violences conjugales, elles sont de différentes natures. Il y a les enfants qui sont battus... Vous dites ça aussi en même temps, Gérard, parce que vous n'êtes pas costaud. C'est le... C'est vrai. Oui. Oh, c'est pas vrai, on est toujours le costaud de quelqu'un. Le costaud d'un enfant, moi, c'est pareil, je suis contre la violence parce que je peux pas faire autrement, Gérard. J'ai 4 enfants, j'aurais pu aussi bien les frapper quand ils étaient tout petits. Non, parlant de ça, comment va ton cheval alors? Personne n'est pour la violence. Personne n'est pour la violence. Mais la violence existe. Bon, c'est tout. Il faut bien se le dire. Personne n'est pour la violence, mais la violence existe. Donc, il y a entre les violences qui sont sous l'effet de drogue, d'alcool ou de folie, ce n'est pas encore plus excusable, encore une fois, et la violence délibérée d'un type qui frappe sa femme parce que la chemise est mal repassée, t'auras 2 tartes, ça c'est ignoble. Là, c'est bien pire. C'est bien pire comme conséquence. Ça fait partie d'une violence conjugale où la fille fait partie des femmes battues, point barre, c'est tout. Et il y a 600 femmes battues qui meurent par an. Je sais pas si t'imagines, ça en fait 50 par mois. Et elle en fait partie. Et c'est pas parce que c'était une artiste et lui un artiste que ça en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est juste une pauvre femme battue qui en est morte, point barre, c'est tout. En attendant, les disques de Noir Désir se vendent de façon incroyable. Alors, les ventes ont doublé dans les Fnac, elle nous rappelle Marianne ce matin, et dans certains points de vente, on attendrait même une hausse de plus 160% des ventes de disques de Noir Désir. C'est terrible et c'est normal. En même temps, c'est terrible parce que c'est évidemment, il y a un côté horrible, cynique, voyeur, comme les gens qui ralentissent sur le bord de l'autoroute pour voir s'il n'y a pas des morts, la tripaille à l'air après un accident. Et en même temps, quand il y a eu la tragédie du 11 septembre, le Coran s'est vendu, il y a peut-être une hausse du Coran de 300%. Les gens, c'est pas les fans qui ont acheté les disques, c'est ceux qui connaissaient pas et qui ont envie de comprendre. Évidemment. Donc c'est pas non plus un truc totalement sordide. Bon, alors autrement, j'ai les succès de l'été parce qu'il n'y a pas quand même que des choses. Il y a eu le Festival d'Avignon, triste. Bien. C'était bien, ça, c'était un bon succès. Mais c'était remarquable. Il y a eu le gars de la CGT qui allait au concert des Rolling Stones. Il y a eu José Bové qui a été mieux que d'habitude encore. Il était formidable. Alors vraiment, c'est vraiment le Poujade de la gauche. Alors vraiment, c'est fantastique. Alors. Est-ce qu'on peut dire, avant de parler de Beauvais, est-ce qu'on peut dire un mot sur Avignon? Parce que j'étais au Festival d'Avignon. Non, c'est vous qui y étiez. Mais j'y étais. J'y ai passé 6 jours. J'ai vu 3 spectacles par jour parce que le off, où il y avait 500 spectacles programmés, on a laissé au moins 400. Il y avait plein de spectacles formidables. Et donc, chaque jour, avec les gens qui étaient à Avignon, on était fou furieux de voir Libération et Le Monde qui disaient il n'y a rien à Avignon. Alors que je peux vous assurer qu'il y avait plein de monde à Avignon, qu'il y avait plein de spectacles. Effectivement, ils ont supprimé le IN. Ça Il n'y avait ni Gérard Philippe, ni Jean Villard. Mais c'est la canicule. C'était un très beau festival. Moi, j'ai été absolument ravi de ce festival d'Avignon off. Mais sans le sous-préfet et les textes de 7 heures en serbo-croate. Exactement. Et alors, pourquoi les restaurateurs ont râlé? Ils ont quand même fait leur Il y a moins de monde. Ils avaient lu dans l'idée qu'il y avait moins de monde, mais ça a surtout touché sans doute l'hôtellerie de luxe, parce que c'était plutôt... L'hôtellerie de luxe à Avignon, il y a beaucoup d'hôtels de luxe. Écoutez, la Mirande, elle vous emmerde, la Mirande? La Mirande, par exemple, et quelques autres. Non, c'était un très joli festival. Il y avait moins de monde, certainement, qu'en temps normal. Mais quand vous êtes festivalier, je vous assure qu'il y avait tout le temps du monde dans les spectacles. On était entre nous, quoi. On était que des babas cool, quoi. Hein, on était que la gauche caviar. Enfin, je veux dire, on dirait un lecteur de Politis, là. Je comprends pas où tu veux en venir. Parce que c'est vrai que ce festival d'Avignon a été décapité et qu'il est resté. Pardon? T'y allais, toi? Jamais, monsieur. non, mais je veux dire. Je vous assure, moi, j'y ai été pendant 6 jours et je peux vous donner la liste des spectacles que j'ai vus. Il y en a plein qui étaient vachement bien et c'était plutôt une bonne ambiance. Alors, vous voulez les succès de l'été? Parce que, outre le festival d'Avignon vécu par Gérard Miller, moi j'ai la liste, j'ai regardé les journaux, tous les journaux font ça, ce qui a marché pendant l'été, ce qui avait la cote, ce que les Français ont utilisé. Alors, le Marcel est redevenu très tendance pendant l'été. C'est vrai, vous avez vu ça à Avignon, beaucoup de gens en Marcel? Pas à Avignon, mais j'en ai vu ailleurs. Le Marcel était très tendance. Tenez, vous êtes en Marcel, Isabelle? Moi, je suis tendance depuis des années. Je suis tout le temps en Marcel. Toi, t'es prescripteur, ça s'appelle. Oui. Tu imposes la tendance. Mais le Marcel. Vous êtes toujours en Marcel et réciproquement. Oh non. Les lunettes masques. Ah oui, ça, on a tout le monde a vu les fameuses lunettes masques. Quoi? Mais c'est pas moi, c'est lui qui a fait. Qu'est-ce que vous appelez les lunettes masques? Qui enveloppent complètement. Voilà, exactement. C'était les lunettes de footballeurs italiens il y a 2 ans. Et ça, je trouve ça très bien parce que les lunettes, ça met des petites marques sur le nez, à force. Oui. Et là, au moins, il n'y a pas de marque. Ah bon? Voilà. Pourquoi vous avez fait alors Pierre? Oui.
Bon, parce qu'il faut bien qu'il râle, il connaît pas. Masque et le Marcel est très tendance. Non mais sérieusement, le Marcel est très tendance. C'était un truc qu'on mettait, ça s'appelait les tricots de peau quand j'étais môme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Marcel est très tendance. Mais c'est les trucs de folle tordue, ça, le Marcel est très tendance. Et les lunettes masques. J'ai mis mes lunettes masques, et mon Marcel, et puis quoi, j'ai mis une plume dans le cul aussi, non? Les tongs, Pierre, les tongs. Ça fait des années qu'il y a des tongs. Ah, oui, mais non, il y a même eu un roman, je l'aurais craché sur vos tongs. Excellent. Et les tongs ont fait un tabac cet été. On a vu plus de tongs que d'habitude, ça c'est sûr. Non. D'ailleurs, il y a un truc, chacha des tongs, qui est devenu le string. Bon, ça fait. Ah bah c'est la tongue des fesses, hein, le string. Hein. C'est un peu pareil. C'est pas dire que ça se voit, puis ça se voit plus en été qu'en hiver aussi. L'eau gazeuse fluo aromatisée. Ça a été un des succès de l'été. Ça, mes neveux, ils en ont réclamé. Ah, vous voyez, bah voilà. Non, ne dites pas fluo, l'eau aromatisée en général. Même l'eau déjà. L'eau aromatisée, c'est un des vrais booms. L'eau, ça a bien marché. Hein. L'eau en général et l'eau aromatisée. non, mais c'est quoi l'eau fluo? J'en ai pas vu. C'est une couleur fluo. Je sais pas comment vous dire. On la voit la nuit. Bah, même de jour, elle a un reflet inhabituel. Oui, ça fait fluo. Le Mojito. Alors ça, je sais pas si vous en avez bu. Bah, bien sûr, j'en ai bu. Ah oui. Absolument. Vous avez tout fait. Mais toi, tu fais tout ce qui est dans les. Moi, Gérard, je vis avec mon époque. Il faut avoir vu Gérard Miller en plein Avignon, en Marseille, en tongs, avec un string, un Mojito à la main, danse en chihuahua. Attends, alors ça, faut l'avoir vu. Et avec les lunettes enveloppantes, là, un ventilo dans l'autre main, parce que le ventilo, évidemment, bien sûr. Mais oui, il est obligatoire cet été. Moi, j'ai dormi, mais c'est très fort quand même. J'ai dormi avec le ventilo qui faisait énormément de bruit. La nuit, ça faisait comme ça. Comment il fait? Non, ça c'est Marcel qui fait ce bruit-là. Et alors, j'ai eu mal au cou. Mais mal au cou. Pourquoi mal au cou? Tu m'as fait peur. Il faut pas dormir la tête dans le ventilo, hein. Oui. Oui, parce que ça me faisait de l'air froid, mais je l'avais dirigé sur. C'est un peu le principe du ventilateur, non? Oui, sur quoi? Bah sur mon cou. Enfin sur ce qu'il pouvait, le pauvre, parce qu'il faisait Mais à l'époque, t'avais encore ta chatte? Je me suis réveillée. Non, j'avais plus ma chatte. Elle avait déjà passé l'armagoute. Ouais. Et je me suis réveillée avec un torticolis. Voilà. Non. Donc je me suis trimballée avec une Minerve en pleine chaleur. Si. Les vacances en Croatie aussi ont été très cotées. Ah oui, c'était formidable. Mais avec Marcel seulement. Hein. Parce que en Croatie, sans Marcel, c'est plus la Croatie pour moi. Et le pain perdu, ça il paraît que ça a été. Non, mais attends, de quel journal sortent ces trucs? Ah, j'ai noté ça pendant l'été. Le pain perdu, c'est un truc je vous jure, ça a été le dessert de l'été. Ce qui est très vrai, c'est ce que je n'avais pas vu ça, c'est le pain perdu de nouveau dans les restaurants. Voilà. On me propose. J'ai été dans les restaurants où effectivement, à la carte, il y avait du pain perdu. Je n'avais jamais vu ça. Parce que je comprends pas comment il faut, parce que s'il est perdu. Vous savez à Vilnius. Ah oui, avec du thum d'œuf. Oui. Ah mais non, j'ai deviné. Oui, tous les pains n'ont pas été perdus. À Vilnius, le pain perdu se vend très bien. J'ai un peu de musique pour nous détendre, si vous voulez bien. C'est Noir Désir. Avant de parler athlétisme, puisque nous aurons au téléphone Patrick Montel, un des commentateurs de France 2 pour les championnats du monde d'athlétisme, qui, vous le savez tous, se déroule actuellement au Stade de France. On va en parler dans un instant. Mais avant, attention, une première en toute exclusivité sur Europe 1, le nouveau single de Céline Dion. Non. Vous ne l'avez jamais entendu, Pierre. C'est tout nouveau, tout beau, tout frais. C'est sur la platine. On va vous l'envoyer. Ça s'appelle Tout l'or des hommes. Voici le Tout l'or du monde. Voilà. C'est pas ça le titre. Si, c'est ça. Oui. Tout l'or des hommes, pardon. Tout l'or des... je connais pas encore la chanson. Elle vient d'arriver. Avec l'espoir qu'elle ramasse tout l'or du monde avec cette chanson. Avec Céline Dion et Goldman qui avait produit et réalisé l'album. Mais la chanson est signée Jacques Veneruzzo. Voilà. Au téléphone, on a Patrick Montel pour les championnats du monde d'athlétisme. Bonjour. Salut. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, parce que j'imagine vous êtes au Stade de France en ce moment. Bah là on est en pleine effervescence parce que la session va reprendre et ma foi tout France Télévisions, enfin en tout cas une bonne partie est sur le pont là, oui. Donc on va pas vous retenir très longtemps, c'est avec Bernard Faure essentiellement et évidemment l'indétrônable Nelson Montfort que vous commentez pendant 9 jours cette compétition au Stade de France. Ouais c'est une association maintenant qui va fêter sa 17e année, donc c'est pas du tout neuf, c'est pas du tout frais, mais ça fonctionne
fonctionne toujours pas mal. Vous êtes les Thierry Roland, Jean-Michel Larquet de l'athlétisme. Bah moi j'aime bien ce parallèle parce que sans Thierry, je pense que j'aurais jamais fait ce boulot parce qu'il y avait des gens qui avaient des posters de Claude François et de Sheila dans leur chambre. Moi j'avais un poster de Thierry Roland. C'est pas vrai. Moi de Spinoza et de Kant, mais enfin c'est pas c'est pas la même. Non mais ils en avaient plus en magasin donc j'ai pris Thierry. Vendez un truc, c'est quand même une sale rumeur qui pourrit un petit peu l'athlétisme depuis quelques années. Vous prenez quoi pour tenir 9 jours, 10 heures par jour à l'antenne? Ben en fait je prends pas grand chose et je suis un peu emmerdé là parce que tu vois je suis en train déjà de perdre un peu ma voix après 2 jours donc je suis un peu inquiet mais enfin je trouve qu'en vieillissant j'aboie un peu moins fort quand même. Il faut quand même rappeler que Bernard Faure qui commente avec vous l'athlétisme pour France 2 et France 3 est un ancien champion lui-même. Oui, Bernard est un champion, c'est un ancien marathonien. Donc lui il a l'habitude de tenir sur les longues distances et il a été champion de France en 1982 du marathon. Parfait. Alors, Gérard Miller et Isabelle Mergo ont regardé l'athlétisme hier sur France 2 et France 3. Ça a bien marché d'ailleurs, à peu près, on va dire en moyenne pour les deux chaînes, 30% de téléspectateurs qui suivent les compétitions, hein, c'est ça? Ouais, je suis assez heureux parce que là, je viens de regarder à l'instant les audiences et je suis assez heureux parce que je constate qu'on fait plus que le maillon faible, qu'on fait plus que qui veut gagner des millions. C'est sympa quoi. Moi je trouve que c'est bien, surtout que l'athlétisme c'est un peu le sport un peu pauvre en termes d'audience d'habitude. C'est pas le foot, c'est pas la Formule 1 et qu'aujourd'hui ce soit la fête de l'athlé, qu'il y ait un vrai stade d'athlétisme, que le stade de France soit rempli. Franchement moi c'est presque le rêve d'une vie là. Bon vous allez trouver ça peut-être un peu ringard mais moi je trouve ça super. Il faut dire que Laurence Boccolini est détrônée par Manuela Montbrun dans le lancer du marteau, faut bien dire. Exactement, mais je pense qu'on perd pas au change parce que Manuela c'est vraiment une fille super quoi. Alors Gérard, moi qui ne suis pas du tout un amateur de jeunes femmes, de sport, c'est vrai que j'ai toujours trouvé l'athlétisme formidable et j'aime beaucoup votre façon de la commenter. C'est-à-dire c'est vrai que vous avez il y a un ton. Moi je déteste absolument regarder le foot, je suis désolé, je déteste les commentaires de foot. Marcel là Et non, mais je dis les choses comme elles sont, je n'ai pas la patience puisque je ne suis ni joueur ni amateur, mais par contre l'athlétisme quand c'est bien présenté, quand on vous l'explique et tout, je trouve ça formidable et c'est vrai que je comprends absolument que ça marche. Je vous remercie infiniment. Tout est beau, les athlètes sont beaux, ils ont l'air. Non mais vraiment c'était une vraie réussite. Et vous avez regardé hier tous les deux. Et c'était hier où il y a eu l'événement, le type qui s'est couché par terre. Voilà, qui a refusé de quitter Isabelle son couloir. Mergo. Mais il faut dire c'était choquant parce que quand même cette nouvelle loi qui fait que le deuxième qui fait un faux départ il est éliminé, c'est ça, c'est tout nouveau. Ouais, la loi est relativement injuste et je pense que ce qui s'est passé hier va faire changer la loi. Mais cela dit, John Drummond en l'occurrence, il la connaissait la loi et à cause de lui, on a eu le 100 mètres le plus discuté de l'histoire et malheureusement pas le plus disputé. Alors ça a été un peu dommage parce qu'il a pris un peu en otage à la fois tout le monde dans le stade et aussi tous ses petits copains qui se préparaient pour les courses derrière et qui n'ont pas pu se préparer complètement. C'est la finale ce soir du 100 mètres? Ouais, grande finale du 100 ce soir, ça va être chaud bouillant. C'est la finale ce soir, ils vont mettre toute la journée pour faire 100 mètres. Est-ce que vous croyez qu'il y a un record peut tomber? Non, surtout pas. Il faut surtout pas que le record tombe, il faut qu'il y ait une belle lutte. On se bat assez avec Bernard pour que la lutte antidopage porte ses fruits et je pense pas que ce soit dans le record qu'on se réalise réellement. Attendez, je crois que c'est dans le duel. C'est terrible ce que vous dites. Enfin, vous connaissez bien, moi très peu. On peut pas faire de record s'il n'y a pas de dopage? Écoutez, non, c'est pas ça ce que je veux dire. Bizarre. Ce que je veux dire, c'est que sans cesse à parler de record en disant on veut le record, on veut le record, on veut le record, est-ce qu'il y aura un record? Je pense que quelque part on pousse les gens à prendre des choses qui sont pas autorisées. Il y a une question philosophique que je voudrais vous poser, comme dirait Miller. Si je me dope à mort et je cours le 100 mètres en 9 secondes, est-ce que je suis en 9 secondes justement? Est-ce que je suis l'homme qui a couru le plus vite ou non? Si vous vous dopez à mort et si vous ne vous faites pas prendre au contrôle... alors... Peu importe. Me faire prendre après, j'ai couru en 9 secondes avec des drogues. Avec des drogues, Est-ce que je suis quelqu'un de plus rapide par les flics, c'est possible? Est-ce que je suis quelqu'un de plus rapide que celui qui court en 10 secondes sans dopage? Non, parce que... sauf si vous faites piquer. Si vous faites piquer... Par exemple, Baudelaire s'est fait piquer à avoir bu du vin quand il écrivait ses poèmes. Il a écrit quand même le plus beau poème de la littérature. Ouais, cela dit... non, mais d'accord, mais on a le droit quand on est écrivain et pas quand on est coureur? Exactement, on a le droit quand on est homme politique, journaliste ou écrivain et on n'a pas le droit quand on est sportif. Parce que quand t'es écrivain, t'es pas en compétition, t'es en compétition avec toi-même seulement. Tandis que là, il y a d'autres gens qui... Vous qui avez regardé ça à la télévision hier. Eh ben oui, moi, pareil, je suis comme Gérard, je regarde du sport, etc. Mais là, j'ai regardé. Et vraiment, ça fait partie des choses je suis très très émue à chaque fois, quoi. Et les Éthiopiens, quand ils sont arrivés ensemble. Les trois.
Mais j'ai vu les larmes à l'œil, vraiment, quoi. J'étais très émue, une solidarité. En plus, ils sont bonnards, quoi. Je sais pas comment il s'appelle, celui qui a laissé passer son frère devant et qui c'est ça. C'était, voilà. Bon, c'est le second. Oui, il a laissé passer son frère. Voilà, Ça, c'est la relève. Voilà. C'est d'une beauté. Ouais. Bah, vraiment, ça fait partie des choses qui me font pleurer. Patrick Vraiment. Montel, Ouais. vous êtes d'accord avec ça? J'ai des frissons quand elle parle, là, parce que ce qu'a fait Hailey... Ah, et vous m'avez pas vu? Non, mais c'est ce que j'ai entendu qui m'a fait frissonner. Alors, un point sur les chances françaises, là. Alors, ce soir, on en a au 100 mètres de français, non? Non, oui, enfin, on a un Français en demi-finale, mais je pense que ça va s'arrêter là. Pognon, il s'appelle. Vous avez vu? Il s'appelle Pognon, ouais. Ouais, Ronald Pognon. Il ira pas en nommé finale, vous parce dites. qu'il gagne pas grand-chose dans la vie. Il est pratiquement smicard de l'athlétisme. Ouais, mais alors... En revanche, Laurent, je pense que côté français ce soir, ce sont les demi-finales du 1500 mètres et ça sera un très très grand moment. Alors là, c'est qui, nos Il y chances? a Mehdi Bala, bien sûr, notre champion d'Europe contre Hicham El Guerrouj. Et puis il y aura également Fouet Chouki. Les deux représentants français vont tout faire pour aller en finale. Parfait. Et notre perchiste, il est en forme, Romain Ménil? Il est en très très belle forme. Il a réussi la meilleure performance mondiale de l'année. Maintenant, c'est à lui de supporter le Stade de France et puis d'arriver à transformer l'essai comme Jean Galfione l'a fait en 96. C'est ce soir, ça aussi? Non, c'est pas ce soir. On va garder quand même. On tient jusqu'à dimanche comme ça. Hein. Ah oui. Est-ce que vous pouvez dire à la gagnante d'hier, la formidable Suédoise, ouais, Caroline, que c'est quand elle veut, où elle veut? Ouais, mais je crois qu'elle veut pas. Elle veut pas, d'accord. Est-ce qu'on peut faire une petite mention, même si ça s'est passé avant-hier, pour la coureuse afghane? Vous avez vu, c'était assez elle était émouvant. formidable. L'image, elle est arrivée très dernière, émouvant, mais c'était ça. quand même très émouvant de voir. Et son dit long sur les performances des autres, parce qu'elle est rapide, elle est sportive, Ouais. elle a fait le 100 mètres en 18 secondes, alors que les autres filles, elles sont en quoi? En 11 secondes? Ouais, c'est ça. Même moins. Mais c'était. J'avais cru que disait même moi. Il y a des courses de lévrier afghan, ça va très vite. Moi, j'avais déjà vu ça. Est-ce que, à la différence de Pierre, je peux poser une question technique, alors qui certainement pour vous serait une question bête. Quand je regarde la performance ratée de Nice Barber, c'est comme ça qu'on dit son nom, il y a une différence de plus de 30 cm, c'est ça, entre ce qu'elle a fait en 99, 7 mètres et qu'est-ce qu'elle a fait hier. Est-ce que c'est énorme comme sous-performance ou est-ce que c'est assez classique dans ce type de sport qu'on puisse à ce point 30 cm en moins, il y en a qui se plaignent. Hein. Ouais, mais en longueur, c'est pas si énorme que ça. Eunice a fait vraiment un concours magnifique. Elle est tombée simplement sur quelqu'un qui était en état de grâce. Parfait. Bah, écoutez, on vous remercie pour toutes vos réponses à nos questions. Continuez bien. Je peux juste vous dire un truc? Ouais. Je suis vraiment embêté parce que lorsque les gens me reconnaissent, ça arrive pas souvent. À chaque fois, ils m'appellent Laurent Ruquier. C'est pas vrai. Si. Je voulais vous le dire. Eh ben moi, ça m'arrive jamais qu'on m'appelle Patrick Montel. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Il est sympa. Il est très sympa. Il parle au téléphone comme quand il commente. Salut, ça va? Ici, on est. Comme Julien Lepers, il parle pareil dans la vie que dans son jeu, et c'est dommage. Non, Alors, il n'y avait pas que l'athlétisme hier à la télévision. On continue évidemment d'évoquer ensemble les programmes de la veille. Et j'avais demandé à Philippe Vandel et Pierre Bénichou de regarder sur M6 Secret d'actualité, l'émission présentée par Laurent Delahousse. C'était vers 23h hier soir sur la 6e chaîne. Et c'était deux documentaires, l'un consacré à Grace Kelly, Grace de Monaco si vous préférez, l'autre à la princesse Diana, disparue, vous le savez, dans la nuit du 30 août 97. Ça va être l'anniversaire là, dans 5 jours. Pierre, vous avez adoré ça, vous m'avez dit. Ouais, j'ai adoré ça parce que, d'abord, je ne suis pas de ceux qui disent on en parle trop de ces gens-là et tout ça. Ce sont des vedettes de l'actualité, ce sont des gens qui font rêver. Autant je trouve que les gens de Star Academy n'ont aucun intérêt, autant ceux-là font rêver. Je veux dire, vous savez que Cocteau disait la tragédie c'est une reine qui a des malheurs. Bon, ben Racine ne faisait pas autre chose que Corneille, que de raconter justement ces histoires de ces reines. Or, le destin tragique de ces dames qui sont si belles, si puissantes, si aimées, et qui finissent tous dans un accident de voiture, c'est extraordinaire quand même. Vous avez vous avez la reine Astrid, qui a été le fait divers le plus extraordinaire du début du siècle. Bon, vous avez la reine Nobel. Vous avez la reine des Belges, oui. Vous avez les Didi, vous avez Grace de Monaco qui sont mortes comme ça. Et Chantal Nobel. Je l'ai dit. J'ai pas entendu, pardon. Et c'est vrai que ce sont des choses qui font rêver, ce sont des destins exceptionnels. Je vois pas pourquoi on en parlerait pas. Il y a plein de femmes qui meurent dans un accident de voiture, mais comme elles sont pas connues, on n'en parle pas. C'est pas des destins exceptionnels. Mais c'est un destin formidable, justement, d'être à ce point au fait de la gloire et que cette gloire soit anéantie par une connerie de pneus qui éclate. C'est une chose qui fait rêver. C'est comme ça que la tête des hommes est faite depuis l'Antiquité.
l'Antiquité. Alors arrêtons de Il n'y avait dire... pas de voiture dans l'Antiquité. Ouais, c'est pareil. Et puis il n'y avait pas Voici, quoi. On mourait d'empoisonnement avant. Ouais. On mourait de... Ça vous a pas plu, vous, Isabelle? Ça vous a pas plu? Ah, mais je l'ai pas regardé, vous m'avez pas demandé. Ah oui, c'est vrai, c'est Non, Vandel. c'était très émou. Alors, il y avait quelque chose d'émouvant que je savais pas. C'est la coupe. Il y a quelque chose que je ne savais pas du tout. C'est que Stéphanie de Monaco, qui était interviewée longuement. C'est loin d'être une conne. Elle est formidable. Oui. Mais en revanche, elle parle avec l'accent. Ah bon? Je ne savais pas. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. C'est marrant. Moi, ce que je veux dire, c'est un classique. Allô Gérard, tu vas bien? C'est Stéphanie, moi c'est tout le temps. Voilà. Je téléphone. Et simplement, exactement, quand on compare ça, c'est quand même un personnage de tragédie, qu'on le veuille ou non, qu'on lui prête des talents ou pas, et de l'entendre parler comme ceci. Je crois qu'elle l'a attrapé en jouant à la pétanque l'été dernier dans un camping. Je sais pas en quoi elle l'a attrapé, mais en tout cas elle était émue, elle était sobre, elle disait des choses sur la mort de sa mère qui étaient formidables, elle racontait à quel point, sans s'en plaindre bêtement comme toutes les starlettes en disant on peut plus, on n'a plus de vie privée, elle disait oui c'est vrai, c'est un peu émouvant difficile. quand elle disait oh maman est morte, oh putain. Ouais. Non, pas du tout. C'était pas ça. Alors, ne me demandez pas de regarder, c'est pour dire des conneries. Moi, je vous dis que c'était un moment très, très important pour moi parce que j'ai trouvé enfin une réalité à ces gens qui ont l'air d'être complètement des effigies comme ça, des marionnettes. Eh ben non, il y a une réalité là-dedans. Quand elle est Didi, alors c'est absolument formidable. Mais comment voulez-vous ne pas vous passionner, que les gens ne se passionnent pas pour ça? Toute la littérature n'est faite que de cela. Toute la chanson, toute la poésie n'est faite que de ça. Quand on a ça sous les yeux, on dit oh bah oui c'est bon pour Voici. Mais non, ce qui est bon pour Voici, c'est bon pour Balzac et c'est bon pour Racine. Vandel. Et alors là où ils sont bons sur M6, c'est qu'ils sont quand même attrape-tout et que tous ces portraits sont remis à la sauce capitale M6. C'est-à-dire? Et alors, par exemple, j'ai noté une phrase. Ils parlent de Diana. Ils expliquent qu'en fait, c'est parce qu'elle avait convoqué les paparazzi pour qu'ils la photographient avec Dodi, qu'à la suite de quoi cette photo s'est vendue 30 millions de francs et dans le monde entier. Du coup, elle est devenue encore plus traquée que ce qu'elle n'était auparavant. Et donc, c'est pour ça qu'on l'attendait à la sortie de l'hôtel. Et donc, il a roulé vite. Donc, ils se sont cachés. Et donc, elle est morte. Cette complicité avec les journalistes va très vite se retourner contre elle. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de refaire le ton capital comme s'ils faisaient un sujet sur comment vendre des yaourts dans le Bélouchistan. Mais je voudrais quand même dire mon accord avec ce que dit Pierre. C'est vrai que je trouve que ces personnalités-là, mais spécialement les princesses, les reines, plus spécialement que les personnalités en général, ont un destin tragique parce que d'une certaine façon elles ne servent à rien, je m'excuse. Oui, et que la seule chose moi je qu'elles peuvent monte jamais en donner, voiture avec Princesse Erika. Mais non, mais c'est leur corps. Mais c'est moi qui ai regardé ça de très près, le nombre de décès tragiques qu'il y a dans ces familles princières est impressionnant, y compris chez les hommes. Rappelez-vous l'horrible histoire de ce jeune héritier espagnol qui par exemple s'était fait guillotiner par un câble en faisant du ski. Ah bon? Rappelez-vous dans la famille Monaco, celui qui s'est tué avec ses bolides sur la mer. Donc c'est très vrai. Et Kennedy aussi. Les Kennedy, c'est pareil aussi. Oui, mais exactement. C'est une mythologie. D'ailleurs, il y avait un livre d'Edgar Morin qui s'appelait Les Stars, où il expliquait, vers 1950, où il expliquait ça d'un point de vue sociologique, mais sans déranger les grands mots et les grandes notions. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant. De toute façon, les riches, ça a des accidents de voiture et des problèmes de domestiques. Quand on parle des riches, ils disent ah bah oui, j'ai un pneu qui a éclaté à 230 à l'heure, ou alors dis donc, alors le samedi pour avoir du service en ce moment c'est difficile. Et même pour ils parlent comme ça, ils sont cons comme pas possible, mais ce sont quand même des phares de l'actualité. En tout cas, ça a marché. 27,6% des téléspectateurs ont regardé hier soir sur M6 Secret d'actualité. 30% de ménagères de moins de 50 ans. C'est donc. Moi, je m'en fous de ménagères de moins de 50 ans, moi. Je veux des princesses de moins de 30 ans. En tout cas, ça a marché. Merci d'avoir regardé Secret d'actualité. On se retrouve après le journal. À la Halle, la rentrée réussie, c'est une rentrée premier prix. Jusqu'au 10 septembre, avec les premiers prix, on est sûr de faire le bon calcul pour habiller toute la famille. La Halle. Vous écoutez Europe 1, il est 17h. Le flash est présenté par Émilien Borderie. Bonsoir. Bonsoir. Les premières mises en bière d'urgence au cimetière de Thiès. C'est dans cette commune du Val-de-Marne qu'un funérarium provisoire a été installé. Il s'agit de recevoir les corps de ceux ou celles pour qui personne ne s'est manifesté. Des victimes de la canicule, âgées, elles seraient 300 à 400 à Paris. Dans certains cas, les corps retrouvés tardivement sont déjà dans un état de décomposition avancé. Les victimes viennent pour la plupart de camions réfrigérés à Ivry-sur-Seine ou bien de l'entrepôt du marché de Rungis transformé en morgue. Ces jours prochains, on prévoit 24 levées quotidiennes à Thiers.
En parallèle, 120 fonctionnaires de la mairie de Paris sont mobilisés pour tenter de retrouver et prévenir les familles. Sur notre antenne, Bertrand Delanoë a évoqué ce matin le chiffre de 800 morts supplémentaires par rapport à août 2002 dans la capitale. Le décès d'un des pompiers en intervention sur l'incendie d'un entrepôt désaffecté à Aubervilliers en début de journée. Une dalle est tombée sur 3 secouristes. Les 2 premiers sont très grièvement blessés. Le 3e, un pompier de 20 ans, a succombé à l'hôpital. Ce sinistre pourrait avoir une origine criminelle. Les enquêteurs relèvent qu'une voiture a été incendiée dans la même rue quelques heures avant que le feu ne se déclare dans l'entrepôt. 44 morts et plus de 100 blessés, bilan provisoire d'une série d'explosions survenues à Bombay, capitale commerciale de l'Inde. Au moins 2 voitures piégées ont sauté dans le centre-ville en tout début de journée, à quelques minutes d'intervalle, l'une devant un monument historique, l'autre près d'un temple hindou. Personne n'a encore revendiqué ces actes, mais un groupe d'étudiants islamiques est montré du doigt par le gouvernement. Une quadruple évasion à l'ancienne dans une prison d'un autre âge. En Corse, 4 prévenus de la maison d'arrêt d'Ajaccio ont pris la fuite en tout début de matinée et ils courent toujours. Les cellules ont été retrouvées vides aux alentours de 8 heures, les barreaux sciés. Leurs occupants avaient été incarcérés pour des affaires criminelles mais sans lien avec le nationalisme. La suite des championnats du monde d'athlétisme à Saint-Denis avec les demi-finales et finales du 100 mètres hommes ce soir dès 19h30. Seul espoir français, Ronald Pognon. L'état des marchés financiers, avec vous Pierrick Fay, on est à une demi-heure de la clôture à Paris. Oui, pas de changement, ça baisse partout. L'indice CAC 40 se replie de 1,1% à 3292 points. À New York, le Nasdaq 7,06%, le Dow Jones 0,5%, l'euro vaut 1,09 tout rond. En gros, les opérateurs vendent les valeurs qui ont beaucoup monté ces dernières semaines, autrement dit les technologiques, les financières et les valeurs dollars. Thomson perd 3,8%, Sodexo 3,3% et AGF 2%. EADS perd aussi 1,8%. Airbus a une nouvelle fois confirmé son objectif de livraison de 300 avions cette année. Parmi les rares valeurs en hausse, a signalé Vivendi Universal plus 0,8%, Suez plus 0,7%. La suite des courses à Vincennes dans la 5e, premier le 5, 16,50, 4,40, deuxième le 4, 2,80 et troisième le numéro 3 placé 3,50 €. Dans la 6e, premier le 12, 82,60, deuxième le 11, 1,70 et troisième le numéro 10 placé 6,70 €. 17h03, dans quelques secondes, c'est le retour de Laurent Ruquier. Chaque année, c'est la même chose. Les mamans traînent leurs enfants pour faire le plein de la rentrée. Et ben moi, c'est le contraire. Mes enfants ne savent plus quoi inventer pour m'emmener au supermarché Casino. Bah oui, en ce moment, en achetant leurs produits préférés, on leur offre le magazine Tom et Pilou, les nouvelles mascottes de Casino. Oh, il y en a que pour les enfants. Oh, j'exagère, les petits prix chez Casino, c'est surtout pour les mamans. Supermarché Casino, on respire. En ce moment, chez Casino, c'est la rentrée avec Mini Babybel. Carglass répare, Carglass remplace. Ludovic, 24 ans, technicien Carglass. Oh, ça a l'air de rien un éclat sur un pare-brise. Mais si vous regardez de près, c'est plein de micro-fissures et elles ne demandent qu'une chose, c'est filer. Tenez mon client qui part là. Son pare-brise était tout fissuré. Il m'a dit au début c'était juste un petit éclat. Et il a fait comme la plupart des gens. C'est pas vraiment gênant, vous savez, on n'a pas le temps. Alors il s'en est pas occupé. Mais il savait pas. Un éclat, le plus souvent, il s'agrandit. Un choc, une vibration, et de toutes les micro-fissures dans l'éclat, il suffit d'une qui dégénère et crac. Fini le pare-brise, faut le changer. C'est ce qu'on a fait à mon client. Côté résultat, vous l'avez vu, il était ravi. Normal, remplacer, c'est quand même notre premier métier. Mais côté portefeuille, avec la franchise sur le remplacement, là, surtout que c'était évitable. Il aurait dû réagir lorsque l'éclat était plus petit qu'une pièce de 2 €. Là, on injecte notre résine dans l'impact et le pare-brise retrouve sa solidité. C'est rapide et quasi invisible. Et là, avec son assurance bris-de-glace, ça lui aurait rien coûté, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Appelez maintenant 0800 365 800. Une copie rendue UE, des copies rendues UES. Et oui, c'est la rentrée chez Carrefour et jusqu'au 26 août, quand vous achetez au rayon papeterie des feuillets mobiles et des copies doubles, vous recevez... Et qu'est-ce qu'on reçoit ? 20% ticket cash Carrefour pour régler vos prochains achats, voire conditions magasin. 20% d'économie sur les feuillets mobiles et les copies doubles. Cette rentrée mérite déjà 20 sur 20. Et moi aussi. Rentrée choc, ticket cash Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Deuxième heure, nous aussi nous allons positiver avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Vandel, je l'adore, et la plus positive des positives, Isabelle Mergo.
Ah, je suis sûr, Isabelle, que vous auriez aimé participer au 4e championnat de lancer de portable qui s'est déroulé en Finlande. C'est pas vraiment de l'athlétisme, mais quand même. C'est de la performance. Il y a bien le lancer du disque, du poids, du javelot, du marteau. Pourquoi pas celui 66 mètres, entre 66 et 67 mètres. Exactement, bravo. 66 mètres 62. Avec un Nokia. Oui, exactement. J'ai lu ça ce matin. C'est une marque suédoise, c'est ça, Nokia ou finlandaise? C'est finlandais. Ça se passe où? Ça se passe en Finlande. C'est finlandais. Alors voilà, et ça se passait à Savonlinna, exactement. Et il s'agissait non pas de téléphoner, mais d'envoyer, de balancer son téléphone portable le plus loin possible. Et il y a le lancer aussi de portable, ça j'aime. C'est-à-dire? C'est à 10 mètres. Parce qu'il fait 2,5 kg, c'est pour ça, c'est moins moderne. C'est complètement débile. Oui, c'est un peu pour ça qu'on en parle aussi. D'accord. Mais recevoir un coup de téléphone de 66 mètres, ça va faire mal. Hein. Mais surtout, ça sert à rien. Parce que de 66 mètres, tu cries un peu, on t'entend. Ça permet de voir surtout si c'est solide, parce que qui n'a jamais fait tomber son téléphone portable ne sait pas. Vous jette la première pierre, le premier portable. Oui. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Moi, je casse régulièrement mon portable. Pas vous, Gérard? Non, je le casse pas parce que j'ai des portables assez solides, mais c'est vrai qu'il tombe régulièrement. Oui, vous avez un portable solide avec un fil au bout qui est relié à la prise. D'accord. Mais pour ceux qui ont des vrais portables, Gérard. Non, mais les portables, c'est comme les voitures, et comme les gonzesses, quoi. Il faut bien les rôder, et après, ça se casse plus. Enfin... Non, pardon, je dis, non, mais comme. Pardon, Mademoiselle Marcel me regarde avec un drôle d'air. C'était pour rire. C'est très drôle. Mais qui peut jeter une femme à 66 mètres? Non, mais il faut dire que pas de nom. Ouais. Oui, Pierre a toujours les formules avec les femmes. Avant l'émission, on peut le dire, lorsqu'il a vu arriver Isabelle, qui est particulièrement resplendissante après ses vacances. L'été, il lui a profité. Particulièrement. Il lui a dit cette phrase que je ne connaissais pas, cette formule. Si un, je non, la dis à pas peu du près. tout. Si un jour, simplement, je te ferai pas payer la chambre. C'est un truc, c'est une vieille expression d'ouvrier. Quand ils voient passer une dame, ils disent, celle-là, j'y ferai pas payer la chambre. Que je trouve extraordinairement jolie. Ouais. C'était une citation. Bien sûr. Parce qu'elle sait bien qu'on partage toujours. Moitié-moitié. Ça vous séduit, Isabelle, quand on vous parle comme ça? Je te ferai pas payer la chambre? Oh, bah, ça met dans l'ambiance avant de commencer l'émission. C'est du parler populaire, c'est un truc. Vous savez, nous, on ne porte pas de Marcel. Hein. Savoir s'enrichir, c'est le titre du magazine que va lancer Paul Lou Soulitzer, tiré à plus de 600 000 exemplaires. Il sera le rédacteur en chef de ce magazine destiné à un large public, nous dit-on. Vendu 3,90 €, presque 4 €, on va dire. Ça fait 4 fois 6, 24 €, on va dire 24 francs en gros, quoi. Vous comptez acheter Savoir s'enrichir par Paul Lou Soulitzer? Certainement. Oui, le numéro 1, certainement. Oui. Il ne devait pas refaire Savoir maigrir? Non, parce que. Oui, si ça marche aussi bien. Oui, non, mais il a fait un livre, il a fait le régime, puis après il a repris. Oui, mais il en faisait de la pub en étant très gros. Oui. Hein, je me souviens de ça. Alors si on veut être vraiment mais là, il fait Savoir s'enrichir en étant très pauvre. Ouais. Pour être vraiment méchante langue, mais ça c'est pas mon genre. On pourrait dire aussi qu'il va lancer un numéro qui s'appellerait Savoir garder sa femme. Parce qu'il a fait quand même les gazettes avec ses histoires de couple de façon assez dramatique. Il s'est recasé. Déjà. Ça, en général, quand on plaisante sur le cocufiage des autres, ça ne porte pas bonheur, mon petit. Alors, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et d'ailleurs, on voulait te le dire depuis longtemps. Oui, on sait. On savait pas comment s'y prendre. Et ben, on a su comment s'y prendre. Et maintenant, je sais pas comment m'y prendre pour te l'avouer. La jeune, vous parlez de la jeune Eva Kowalewska, c'est la nouvelle compagne de. Mais c'était la précédente avec qui il a eu un conflit extrêmement douloureux. Mais la nouvelle est très bien. Elle écrit déjà. Elle a fait, non mais si, elle a fait un livre. Elle a fait une note de blanchisserie, elle a fait quoi? Non, elle a fait un livre cet été, je sais pas si quelqu'un l'a lu, mais elle a fait un livre, Eva Kowalewska. Il l'a rencontré au Scrabble, manifestement. Non mais Savoir s'enrichir, c'est un beau titre de magazine quand même. Savoir s'enrichir, je te jure. Non, Pierre? Mais bien sûr qu'il faut le mettre en prison, ces gens-là. Alors voilà, tiens, parlons-en de ceux qui étaient en prison, de ceux qui en sont sortis. Alors d'abord, José Bové est sorti. Alors José Bové est sorti. Pierre, vous vouliez nous en parler, c'est qu'il a demandé là une permission pour pouvoir aller à Cancun. Mais non, mais ce qui est formidable, c'est qu'il sort de prison après qu'il y ait eu une campagne en disant mais non, il faut pas me mettre en prison, il faut pas. Il arrive et il dit, il faut une manifestation. Il prend la tête d'une manifestation où il dit l'automne sera brûlant. D'abord, il savait pas qu'il y avait
la canicule allait tuer 13 000 personnes. Déjà, c'est une annonce terrible, parce que si l'été a été chaud et que l'automne sera brûlant, qu'est-ce que ça va être comme camion réfrigéré? Et en plus de ça, je trouve que c'est la plus grande baffe au gouvernement qu'on puisse faire. Ce type qu'on laisse sortir de prison, on lui donne une permission, et il va dire, vous allez voir ce que vous allez voir, mais jusqu'où on va aller? Mais jusqu'où qu'on va aller? C'est pas une remise de permission. On l'a remis en liberté. On l'a remis en liberté. On l'a remis en liberté, Eh ben, ça point prouve barre. que- Il n'y a pas de point barre qui tienne. C'est pas un temps vulgaire que tu me feras taire. Je trouve ça absolument honteux. Je suis pour l'autorité de l'État. Voilà. Et en ce que veut dire Pierre, je rejoins un peu Pierre, c'est qu'il n'est pas en totale liberté, il est en quasi-liberté, il doit pointer régulièrement. Il doit faire un travail d'intérêt général. Voilà, et puis il ne doit pour l'instant pas sortir. Ce qui est une possibilité, je me permets de le rappeler, offerte aux gens qui ont moins d'1 an de prison à faire. D'accord, mais je trouve pas un peu choquant quand même, ce truc-là. Mais non, parce que c'est prévu par les J'essaie d'expliquer la pensée de Pierre. Non pas que je la partage forcément, quoique. Mais ce que veut dire Pierre Bénichou, c'est que quand même voilà un type qui est sorti de prison, lui a accordé une faveur, parce qu'il aurait pu faire la totalité de sa peine, et il redouble de militantisme en sortant de prison. C'est un peu comme si on accordait une peine de liberté à un voleur et qu'on lui dit continue à voler. La différence entre un voleur et un syndicaliste, c'est que le syndicaliste. Ils disent mon prochain casse, vous allez voir, ça va être le ça veut risque. dire qu'il est vraiment véhiculé par ses idées. Pas vous êtes, je n'ai jamais dit que je pensais la même chose que Pierre. Je dis que Pierre est incroyable. La différence entre un voleur et un syndicaliste, c'est que le syndicaliste n'est pas un voleur. Il a été mis en prison pour des actes syndicaux qui certes étaient illégaux. Ce sont des actes qui sont illégaux. Et le syndicalisme, j'en suis désolé, à certains moments a dû, et je ne dis pas que c'est merveilleux, a dû commettre des choses en dehors de la loi. Bon, il a été puni pour ça. Il ne a pas fait ça pour s'enrichir personnellement. Il y a des tas d'autres personnes qui l'ont fait en même temps. Et même, est-ce que vous savez que les scientifiques à qui on a coupé en quelque sorte ces OGM ont signé des pétitions pour Beauvais? Moi, je trouve Beauvais formidable. Il a fait beaucoup d'erreurs. On va pas les énumérer ici, mais je trouve incroyable cette haine qu'il y a par moment contre lui. Je préfère les Didi, moi. Vous préférez les Didi, c'est un choix. Bon, en tout cas, il est en liberté. C'est vrai quand même qu'il l'a pas joué modeste, quoi, depuis qu'il est sorti. Oui, mais il y a quand même une grosse différence si on mélange les poires et les pommes. Il a été mis en tôle. Moi, je parle en tant que rêveur. Il a été mis en tôle pour des actes violents. Et avant. Ah oui, en tant que rêveur. Il promet la violence, voilà, c'est tout. Non, mais c'est des actes. C'est un pacifiste. Mais non, ce sont des mots. Dans un cas, ce sont des actes, dans un autre, ce sont des mots. C'est comme si on disait Bertrand Cantat, on va le laisser sortir de prison parce que dans ses chansons, il est vachement sympa avec les femmes. Non, ce sont les actes. Et José Bové, qu'est-ce qu'il fait? C'est un syndicaliste, il parle, il a tout à fait le droit de sortir de prison. Est-ce que vous savez qu'il est pacifiste? C'est-à-dire que la violence dont on parle, arrêtez, il n'a pas donné des coups à quelqu'un, il a coupé des plantes. Pas encore. C'est quand même incroyable. Il est pacifiste, ce type. Mais oui, mais c'est pas. Il est pacifiste. Je crois comme toi au droit imprescriptible du syndicaliste, je crois à tout ce qu'on veut, je crois à toutes ces choses-là, je trouve qu'il y a une provocation quand on vient d'être gracié de venir dire ça va être pire qu'avant. Ce que j'ai fait, c'est rien. On va faire plus, puisque l'automne va être brûlant. Et je trouve que c'est inacceptable. Il a donné un très bon interview au Journal du Dimanche, que je trouve relativement mesuré, ou en tout cas, il dit une chose que je crois, alors je me trompe peut-être, il dit qu'il ne fera pas de politique, il dit que les partis politiques ont une légitimité particulière. Et sa décision est irrévocable. Alors, on verra. Alors, est-ce qu'il part à Cancun? Alors, où est-ce que ça en est, cette on ne histoire? sait pas encore. Il a demandé l'autorisation. Avouez quand même qu'il aurait pu aussi donner l'autorisation aux toffeurs, aux rêveurs, aux technos. Ça, c'était formidable. Parce que quand l'homme de toutes les libertés fait des barrages, comme c'est pour ça que je pensais à Poujade, sur les routes, pour dire non aux rêveurs. Moi, je suis pas un fou du rêve, comme tu peux imaginer. On est assez techno. C'est un freudien que je dis ça, je suis pas un fou du rêve, mais quand même, je pense que il aurait pu, pour son image au moins, essayer, lui, le pacifiste, l'ami de la jeunesse, l'ami de toutes les spontanéités, tous les trucs. Ça veut dire qu'il n'est pas des magots. Ne pas foutre des camions sur la route pour empêcher trois abrutis de faire poum 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 poum. Mais c'est là, c'est ridicule. Et c'est là où le gouvernement était très très sympa, parce que Sarkozy et ses services auraient tout à fait pu dire, il pète de peur devant tous ces gens-là. Ça sera là et pas ailleurs. 1h15, nous avons passé 1h15 sans prononcer le nom de Nicolas Sarkozy. Merci Philippe Vandel d'avoir rappelé qu'il existait. Oui, il existait, ouais. Voilà. Il était là cet été. D'ailleurs, on l'a pas entendu sur la canicule. Ah non. C'est surprenant. Je l'ai tout à fait remarqué aussi. Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu l'occasion de se manifester à propos de la canicule? Parce qu'il y a que des conneries à dire. C'est pour ça que Chirac n'est pas rentré de vacances, qu'il est resté au Canada alors qu'il devait aller à Brégançon. Bon, alors on a José Bové qui est sorti de prison et on a Yvan Colonna qui lui y est rentré. Est-ce que vous êtes fait tatouer un portrait d'Yvan Colonna sur votre bras gauche ou bras droit, Gérard Miller? Certes pas. Non.
On a vu ça à Corté, aux journées des rassemblements des nationalistes, certains Corses qui, pour montrer que le devoir d'hospitalité existait toujours sur l'île de Beauté. Ça, je trouve ça comique, cette histoire de devoir d'hospitalité. C'est-à-dire que je respecte le devoir d'hospitalité dans un certain nombre de cas de figure, mais enfin, j'ai cru, par exemple, qu'un certain nombre d'étrangers n'étaient pas spécialement les bienvenus en Corse, et notamment d'immigrés. J'ai jamais vu que par rapport aux immigrés qui se trouvaient en Corse, il y a eu un devoir d'hospitalité tellement respecté, d'après ce qu'on m'a dit. Alors, qu'on ne mette pas tout d'un coup ça en avant, alors que ça n'est pas le cas pour beaucoup d'étrangers. Moi, ce qui va le plus faire rire, ça c'est la mauvaise foi des gens. Mais alors, la mauvaise foi de l'avocat, j'ai adoré quand on lui demandait, mais pourquoi José Bové s'est soustrait à la justice pendant 4 ans. Il a dit, José Bové, pardon, Yvan Colonna, je me trompe de prisonnier, il a dit, non, il souhaitait... trompé de gardien de chèvre. Il souhaitait, joli, il a dit, il souhaitait prendre du recul. Non, mais si le ridicule tuait, tous les préfets seraient morts avec José Bové, en tout cas. Attendez là, oula, mais quelle animosité. Non, je trouve il n'a pas pu faire sa techno paradis, il est ronchon. Il est ronchon depuis qu'il... Non, je trouve que cette aménité vis-à-vis de ce José Bové, qui a beaucoup de côtés sympathiques, en effet, mais enfin qui est d'une démagogie à couper au couteau. Bon, cette attitude des pouvoirs publics vis-à-vis de lui, comme ils ont peur qu'il y ait des camions sur les routes et des tomates déversées. Ils pètent de peur de ça. Déjà qu'ils ont l'éducation nationale qui bat de l'aile, la sécurité sociale, on voit ce que c'est. Le ministère de la Santé, je t'en parle pas. Et la Corse. Le retour d'Ouvra. Ils ont eu un camouflet affreux. Bon, c'est vrai qu'ils sont dans une société d'impuissance incroyable, et seul le retour du Marcel peut nous sauver. Juste alors, providentiel, c'est Marcel. Ces débats n'intéressent pas Isabelle Mergo. Voilà pourquoi j'ai envie de l'emmener, Isabelle, en visite au château de Chambord. Ça vous dit? Ah, allons-y. Qu'est-ce qui se passe à Chambord? Il y a le plancher qui s'effondre. Oui. Ça a quand même c'est pas vrai. Si, ça a fait 6 blessés. C'est Paul Loup qui allait visiter. Voilà pourquoi Jean-Jacques Ayagon, le ministre de la Culture, s'est rendu ce week-end, vendredi, au château de Chambord pour constater les dégâts subis par ce monument après l'effondrement donc du plancher. Je le rappelle, c'était le 17 août dernier. Le plancher du rez-de-chaussée ou du premier? Parce que si c'est le plancher du premier, ça fait aussi le plafond du rez-de-chaussée. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Alors ça fait 2 catastrophes. Eh oui, dans tout plancher, il y a un plafond qui sommeille. Vous avez déjà visité Chambord? Si j'ai visité Chambord, j'y ai vécu 4 ans. Moi, j'ai jamais fait les châteaux de la Loire. Ah, c'est pas vrai. Ah ouais, non plus. Non, mais Chambord est d'une beauté. C'est vrai, ça vaut le coup? Extra. Faut choisir son jour. Le 17 août, faut pas y aller. Mais les autres jours, on peut y aller. C'est plus que ça vaut le coup, ça, franchement. C'est étonnant. Manifestement, là, on peut pas. Il y a certaines salles qui ont été fermées, ils vont revérifier tous les parquets, puisqu'il y a eu cet accident qui, par chance, n'a pas fait des blessés graves, mais aurait pu être évidemment dramatique. Mais tu as été élevé à Chambord, toi, ou Non, moi Lequel des châteaux vous avez préféré? Chambord est le plus beau. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a aucun doute. Ah oui. Chambord est le plus beau. J'ai vu l'appartement de Jean-Luc Delarue, c'est pas mal aussi. À Chambord ou non? Vous avez fait les châteaux, vous? Non, jamais. Le plus beau château, c'est quand même le château du... Chenonceau, dit une dame qui est née là-bas. Bon, Isabelle, alors, demandez à Gérard qu'il vous emmène si vous ne les avez pas vus, ce serait... Non, moi j'en ai ras-le-bol de visiter des trucs. J'ai eu ma mère pendant 1 semaine, on a fait tous les musées, on en a fait 2 à 3 par jour. Et ils vous laissaient ressortir? Ah oui, avec les vieux tableaux, c'est ça? Et donc je ne visite plus rien pendant 1 an là. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre maman comme musée? Des musées que je ne savais même pas qu'ils existaient. Par exemple? Je sais pas, le musée Marmottan, moi je croyais que c'était des bestioles qui roupillaient, des marmottes. Tu pensais que c'était un musée? C'était un hôpital à l'époque, Marmottan. Oui, c'était un hôpital. Le musée Carnavalet. Carnavalet, c'est Picasso. Picasso, c'est vrai, c'est un nom que personne connaît. Qu'est-ce que vous avez préféré? C'est un nom de voiture, Picasso. Il y a aussi des tableaux. Qu'est-ce que vous avez préféré alors? Le musée Braque-Marandré aussi, c'est bien. Jacques Marre. Jacques Marandré. Oui, alors, lequel a vos faveurs? Non, mais c'est bien les musées, mais pas haute dose là. Elle voulait faire le plein. Je l'ai eu pendant 1 semaine. Je suis crevée. Elle vient de partir. Hein. Ah oui. Et mais donc. Sans souffrir, ça... non, elle n'a pas souffert de la chaleur. Elle vient de partir. Oh là là. Mais non, mais c'est. Ah si, on peut pas rigoler avec les mamans, alors. Moi, je connais ta maman. Je l'ai rencontrée. Tu l'as tout à fait simple, mais bien sûr. J'ai rencontré ta maman au musée. Pas du tout. Elle est venue, si je ne me trompe, à une soirée au théâtre, absolument. Ouais, et ben là, tu l'as eu sur le dos pendant 1 semaine. Sur le dos. Non, mais tu sais, quand t'es avec ta mère et que tu fais une vinaigrette, par exemple, et qu'elle dit comme ça avec son petit air sournois,
tiens, tu l'as fait comme ça, la vinaigrette? Ah bah, je dis, oui, avec de l'huile, du vinaigre. Pourquoi? Tu rajoutes de la bière? Mais tu vois, c'est pas, mais elle était toujours derrière mon dos. Bah, l'omelette, par exemple, je fais une omelette. Rien de plus simple. Elle me dit, tu fais ton omelette comme ça? Bah oui, maman, en cassant des œufs. Pourquoi toi, tu casses directement la poule? Je sais pas, à chaque fois que je faisais le moindre truc. Ouais. J'espère que tu te fais plus noir que tu n'es et que tu ne parles pas comme ça à ta maman. Mère. J'espère qu'elle a pas la radio surtout. J'espère qu'elle regarde l'athlétisme sur la 2. Heureusement que tu lui as supprimé la radio. Elle vous écoute votre maman parfois? Elle entend pas très bien, heureusement. Hein. Mais écoutez, moi j'ai parlé avec elle, elle entend parfaitement. Ah non, c'est pour ça qu'elle est restée, c'est parce qu'elle entend pas. Non. Alors on va quitter Isabelle Mergo pour Alonso, parce qu'on a des nouvelles quand même, non pas d'Isabelle, mais d'Alonso, l'Espagnol, vainqueur quand même du Grand Prix de Hongrie hier, 20 ans après, l'écurie Renault 100% française, messieurs dames, a gagné grâce à un Espagnol, jeune en plus, c'est la première fois qu'un pilote aussi jeune remporte un Grand Prix de Formule 1, Pierre. Oui, c'est le fils d'Isabelle. C'est le cousin d'Isabelle. C'est son cousin, c'est son vrai cousin. C'est son vrai cousin. Sérieusement. Il est tellement jeune qu'il n'a pas son permis de conduire, dis donc. C'est une blague. Non, c'est une blague, ça. Elle a reconnu que c'était une blague. Ah bon? Moi aussi, je l'ai cru et elle a reconnu un jour que c'était une blague. C'est pas du tout sa famille. Non, non, persuadé. J'avais même trouvé une ressemblance. La voiture. Alors on a entendu la Marseillaise quand même, parce que c'est vrai que c'est un Espagnol qui conduit cette voiture. Il y a deux hymnes après chaque Grand Prix. Il y a l'hymne pour le pilote et l'hymne pour l'écurie. On a entendu la Marseillaise pour l'écurie Renault, Pierre, ça c'est quand même bien, Cocorico. Ça fait plaisir quand même, hein. Ça fait plaisir quand même. C'est pas les gens dont on parlait tout à l'heure qui iraient défendre les couleurs de Renault. C'est tout ce que j'ai à dire. La France, ça existe quand même. Non mais il fait plaisir à voir ce jeune pilote quand même. Ça nous change de Schumacher, toujours Schumacher, hein, Gérard. Oui, ça rappelle des souvenirs quand même. Non, c'est le plus jeune vainqueur sur une Renault. Non, c'est le plus jeune. C'était le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1. Quand il a fait la pole, je crois que c'était en Malaisie. Le quoi, poleman, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'homme qui a fait la pole. Ah, c'est l'homme qui a fait la pole ou la pole qui a fait l'homme? Et là, il est le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix. Ouais. Très bien. Quel âge ça lui fait? 22 ans et 100 jours, je crois. Alors que le précédent vainqueur avait 22 ans et 200 jours. Je me souviens plus vraiment des... Au-delà de 365 jours, c'est 23 ans après. Hein. Ouais, exactement. C'est bien calculé. J'aimerais vous parler aussi d'Arnold Schwarzenegger, quand même, parce que ça va pas pour lui. Ça va pas pour lui. Les sondages sont très mauvais pour Schwarzenegger. C'est pas vrai. C'est le Los Angeles Times qui a publié un sondage hier, et 35% des sondés se sont déclarés en faveur de Bustamante, qui est le démocrate candidat, et seulement 22% pour Schwarzenegger. Il peut monter encore. Hein. Le seul homme capable de casser la gueule à Schwarzenegger, c'est Schwarzenegger lui-même. Oui. Et oui, moi, parce qu'il je est pense qu'il va monter. Ah oui. Alors moi, j'ai fait 2 pronostics en ce début d'année que je vous communique. Le premier, c'était que Mattei démissionnera, et le second, c'est que Schwarzenegger arrivera en très très bonne position, sinon sera élu. Les deux, je crois que j'ai peut-être tort, mais on va voir. Et pour Schwarzenegger, il faut savoir qu'il met dans la balance une somme, j'ai oublié le nombre de zéros, mais considérable. C'est-à-dire, il met, je ne sais comment ça, il met dans la balance. Il arrive avec l'argent et il arrive. Et en d'autres, mais pas pour acheter les votes, pour acheter les publicités qui sont décisives. Ça existe beaucoup en Amérique. Et en Amérique, on a raconté que cette campagne californienne était une manne pour les télévisions, parce qu'il y a tellement de candidats et tellement de candidats fortunés, notamment dont Schwarzenegger, qui vont mettre des millions et des millions. Ah oui, ils ont le droit de faire de la pub à la télé. C'est pas Arlette Laguier qui rapporte à TF1. Ça, c'est. Voilà. Il est 2 fois riche parce qu'il est d'abord, il a gagné beaucoup d'argent au cinéma dans ses Terminator et autres machins, et en plus de ça, il est quand même membre du clan Kennedy. Et le clan Kennedy, il leur reste, comme tu dirais, il leur reste de l'oseille. Membre du clan Kennedy par alliance, hein, c'est sa femme. Alliance, oui, bien sûr. Il est Shriver. Sa femme qui est démocrate, elle, alors que lui est républicain. Et c'est pas un con. Comment ça ? C'est pas un con, c'est-à-dire qu'on peut croire effectivement qu'il est à l'image de certains. Moi je pense que oui, mais je me dirais pas en face. Non. Et moi je pense que c'est pas un con du tout. Mais Gérard pareil, mais il a peur qu'il écoute. Ouais. Non. Je crois que c'est pas un con. Je serais intéressé de voir quelle campagne il va faire. Je pense pas que ce soit. Il a un autre souci, hein, c'est que c'est un fils de nazi, évidemment, Schwarzenegger. Je vous rappelle qu'il. Oh, si on chipote maintenant. Alors... Oui, mais ça on y est pour rien. Pourquoi c'est un souci, au contraire? Ah bah évidemment, quand même aux États-Unis, c'est un souci, vous voyez. Les autres candidats rompt avec l'héritage, au contraire. Les autres candidats vont évidemment s'en servir. Le parcours de Gustav Schwarzenegger, le papa d'Arnold, évidemment, n'est pas clair. C'est un gars qui faisait le double. On imagine
Ah non, il était membre autrichien. de la police militaire. Il a pris part donc en Autriche à l'invasion de la Pologne et de la France avant de partir sur le front russe et de participer en septembre 41 au siège de Stalingrad. Et Schwarzenegger lui-même a fait faire une enquête sur son propre père pour connaître exactement l'histoire et reconnaître que oui, papa était un des premiers nazis. Il a plutôt, Schwarzenegger, fils, tenu des propos assez décents, si je me souviens bien, sinon plus au moment de Haider et de l'arrivée des fascistes il me semble aussi. en Autriche. Il a plutôt... Bon. Il faut pas imputer les péchés du père au fils. Cela dit, il est bien puni parce que vous savez que tous les culturistes, tous les gens qui font de la muscu comme ça, quand ils arrivent à se il a été Monsieur Monde, lui, il a Bien été... sûr. Ils font 2 heures au minimum de culture physique par jour. Sans cela, ça devient des obèses dont les peaux pendent et sont Regardez Raffarin. Il faut s'entretenir toute sa vie pendant 2 heures pour non, mais garder il a raison. Ce physique plaqué. C'est comme qu'on leur a plaqué sur leur vrai physique. Sans ça, ça devient des locumènes. Vous aimeriez passer une nuit avec Arnold Schwarzenegger, Isabelle? Tous les trois. Et avec Je peux venir. Ah oui, comme ça on verra la différence. Pourquoi pas du tout? Ça vous séduit pas un homme trop aussi... de muscles, non. Trop de muscles. Ah ouais, c'est obscène, c'est pas du tout sexy. Alors là, bon je l'aime pas du tout. Tu préfères plus je fin préférerais passer la nuit avec Gérard, franchement. Ah oui? Ah oui. C'est dire si elle n'aime pas Schwarzenegger. Allez, on va maintenant encourager quelqu'un avant les vedettes de la... Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, mais non, j'ai noté la proposition, c'est tout. Vous payerez la chambre. J'aimerais qu'on encourage quelqu'un, puisqu'avant les vedettes de la télé-réalité, il y a eu aussi les vedettes des sitcoms qui ont cartonné avant cette belle époque de Star Academy, Nice People et autres. Il y a eu aussi la belle époque d'Hélène et les garçons. On s'en souvient peut-être plus difficilement aujourd'hui, mais ça a été quand même une sacrée gloire pour tous ceux qui y participaient. Et c'était le cas de Sébastien Roch que nous avons au téléphone. Bonjour. Bonjour. Sébastien Roch. Ça doit vous énerver à chaque fois qu'on vous rappelle ce passé de cri-cri d'amour. On s'y habitue. Mais on s'y habitue. Et ça vous permet en même temps de faire parler de votre actualité, puisque ce soir, vous démarrez sur scène dans le 11e arrondissement de Paris, au théâtre du Proscenium, une pièce qui s'appelle Le Café des Roses. Voilà. Une pièce de Karine Lacroix. Oui. C'est quoi cette pièce ? C'est une pièce donc qui a été écrite par Karine elle-même, avec qui je joue ce soir, à partir de ce soir. Et c'est l'histoire d'un couple de jeunes amoureux qui retapent un bistrot à l'abandon dans un village déserté. Et pour tromper leur ennui, ils s'amusent à jouer des personnages dans ce bar, en fait. Donc je deviens 2 clients, en fait. C'est sentimental, c'est drôle, on définit ça comme une comédie romantique, en fait. On a trouvé une comédie romantique, Le Café des Roses. Alors quel âge il a aujourd'hui, cri-cri d'amour, Sébastien Roch? 30 ans. 30 ans. Et oui, et qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps alors? Alors voilà, bonne question. De la musique. J'ai fait un peu de musique. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait beaucoup de courts-métrages. J'ai fait un film aussi qui s'appelle In Extremis, qui était sorti il y a 2 ans. Voilà, qu'on peut trouver en DVD aujourd'hui à la Fnac Virgin. Vous avez fait un enfant aussi, non? Et un petit enfant. Vous savez tout sur lui, vous, quand vous savez ça, vous? Ah bah, tu as ce bon père, j'ai tout sous Ce les bon yeux. père, vous pouvez le dire s'il a fait un enfant, mais... Mais c'est sur toi, tu es l'héroïne de son court-métrage? Mais on a la documentation. Une extrémiste, c'était Mais toi? vous êtes incroyable. Et je sais même que vous avez fait un court-métrage sur la drogue qui a été primé. Exactement. Mais voilà, il suffit de dire, il faut préparer l'émission, Pierre. Ça, je vous l'ai dit. Ça n'est pas possible autrement. C'est facile de s'en sortir d'une image comme celle-là, des sitcoms, pour faire de la musique ou pour faire maintenant du théâtre. Je sais que vous avez beaucoup arpenté les scènes avant de créer cette pièce-là au Proscenium ce soir. On me pose souvent la question, mais moi je trouve qu'une image, on en est le seul et unique responsable, donc c'est à nous à la changer en fait, l'image, en faisant d'autres choses. Mais c'est vrai que quand on fait quelque chose qui a marqué à ce point-là, il faut attendre de faire quelque chose qui va marquer encore plus. Voilà. Et est-ce que vous revoyez vos collègues de la série comme Hélène? Ouais, on s'est revus cette année. Ouais. Ouais, c'était assez. Ils vont bien. Émouvant. Est-ce qu'on peut, à l'occasion justement de votre passage, rendre hommage, vous serez d'accord, aux scènes ouvertes? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de théâtres qui effectivement proposent, souvent le jour de relâche, je crois que c'était le dimanche soir pour vous au théâtre de la Main-d'Œuvre, où on trouve Dieudonné, qui propose à des comédiens de venir devant le public, et vous dites qu'effectivement ces scènes ouvertes vous ont beaucoup aidé, notamment à vous donner confiance en vous-même sur scène. Tout à fait, ouais. C'était vraiment génial. Et on écrit nous-mêmes nos sketchs. Ils font ça au PSG, ils font venir des mecs qui savent pas jouer. Ils font match ouvert. Est-ce
que aujourd'hui encore, dans la rue, on vous a... À une époque, c'était l'hystérie. Hein, vous pouviez pas sortir sans que les filles crient d'amour. Est-ce que aujourd'hui encore, on vous arrête dans la rue pour ça? Ça m'arrive parfois. Ça vous arrive parfois. Ça m'arrive. Bon, est-ce que vous craignez qu'au théâtre, il y ait des gens qui viennent voir Cri d'amour plutôt que Sébastien Roch? Eh ben, ce serait, ça m'est égal tant que les gens viennent voir. C'est une bonne réponse. Et est-ce que la maman de votre enfant criait cri d'amour il y a 10 ans? Est-ce que c'est une fan ou une ex-fan? Bonne question. C'est une femme. C'est une femme, une femme. Mais est-ce que c'était une fan? Je crois pas spécialement. Vous croyez pas, vous l'avez jamais posé la question. Vu, bien sûr, mais de la femme, non, je crois pas. Bon, moi, souvent, j'ai peur qu'on me prenne, quand on tombe les femmes tombent amoureuses de moi, souvent, je dis, mais je ne suis pas cri d'amour. Parce que, c'est vrai, tu peux être pris pour cri d'amour, hein. En tout cas, on va vous souhaiter bonne chance, vous dire même carrément merde, puisque c'est le mot usuel pour une première ce soir au Proscenium à 20h30, le Café des Roses. Vous jouez avec Karine Lacroix. Ils se sont trompés dans le pari ce matin, elle était un peu verte. Alors voilà, je vais rectifier. Karine Lacroix, qui est en plus l'auteur de la pièce Le Café des Roses. Merci, bravo. Mis en scène par Marc Goldberg, qui est un mec super. C'est fait, c'est dit. Bravo. Merci. Une petite naissance. Puisqu'on est dans les faire-part. Les faire-part et les bonnes nouvelles, quand même. Le petit Oscar Bruel est né. Alors, pas possible, oui. Et il va pouvoir s'appeler vraiment Oscar Bruel. Il va pouvoir casser la voix, surtout. Parce qu'on apprend dans Le Parisien que ça y est, c'est fait. Patrick Bruel, qui s'appelle Patrick Bruel Benguigui, va pouvoir être autorisé à changer son nom en Patrick Maurice. Non, pardon, c'est le contraire. Il s'appelait Patrick Maurice Benguigui et va pouvoir changer ça en Patrick Bruel Benguigui. Il est né en Algérie en mai 59, Bruel, et il y a un décret qui a été publié au journal officiel jeudi dernier, conformément à la loi. Son état civil va être modifié 2 mois après cette publication. On peut encore l'appeler Maurice pendant 2 mois, hein, profitez-en, mais après ce sera fini. Pendant les 2 mois qui suivent cette publication au JO, il s'appelle encore Maurice, mais après ce sera fini, plus de Maurice. Le texte a été signé par Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, et Dominique Perben, le ministre de la Justice, en personne. Pierre. Moi, je les ai aperçus cet été en Corse, lui et sa femme, parce qu'il avait donné un concert à Ajaccio, et elle était au bord d'accoucher, elle était absolument charmante, et j'ai rarement vu un couple aussi fou de joie de l'événement qui arrivait. Tu vois, il a mis longtemps à se décider, Patrick, mais là, c'est formidable. Maurice, vous pouvez encore l'appeler Maurice pendant 2 mois. Moi, je l'avais appelé Maurice. Gérard, vous n'avez jamais songé à changer de nom? Non. J'aime bien le mien, mais je trouve tout à fait sympathique que les gens qui ont pour des raisons diverses, qui notamment sont connus sous un nom. Lui, c'est pas que Benguigui est un nom désagréable, mais c'est vrai qu'il est connu sous l'autre nom. Il souhaite que son fils s'appelle comme ça me semble vraiment ne poser aucun problème. Non, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, bonne et heureuse vie au petit Oscar Bruel. Voilà, il a choisi une famille tout à fait agréable. Moi aussi, je suis d'accord, je ne veux pas jeter la pierre aux gens qui changent de nom. Surtout que ça s'appelle Benguigui, Benichou, tout ça, c'est normal qu'on change de nom. Mais je ne sais plus qui disait à la Libération, en parlant de tous les Juifs qui avaient gardé leur nom, on disait « Excusez-moi, mais j'ai une préférence pour ceux qui ont gardé leur nom de jeune fille. » J'aimerais aussi vous parler des aveux prémonitoires de David. Vous ne saluez pas l'autre naissance le petit Belmondo. On en a parlé tout à l'heure, on n'avait pas écouté, Gérard. Stella, la petite bière. Mais oui, mais là c'est l'occasion quand même de reciter et de parler un petit peu plus longuement de ce petit enfant. Très bien, très bien. Tu es professeur maintenant, toi. Allez-y, alors qu'est-ce que vous avez à dire sur Stella Belmondo, Gérard? Alors moi, non mais allez-y, maintenant vous faites 3 minutes sur Stella Belmondo, Gérard. Je suis allé la voir. C'est pas vrai. Je suis allé la voir, elle est superbe, très mignonne. Et Nati t'a bien accueilli? Nati m'a très bien accueilli. C'est un très beau bébé. Pourquoi t'es allé là? Tu les connais? On m'a demandé 3 minutes dessus. Laissez-moi dire ce que je veux. Elle y est allée. Et à un moment, elle était c'était très très touchant parce qu'elle avait sa mère avait tricoté, comme souvent pour les mères, un petit. Isabelle aussi, c'est sa maman qui ensemble qui était charmant. Et là, je me suis pensé, comme on fait parfois pour donner un petit baiser sur le front de l'enfant. Et elle m'a foutu un nion absolument énorme. Elle avait déjà pris de son père. De son père. Non, c'était tout à fait émouvant ce moment-là. Non, c'est vrai. Ben voilà, vous êtes content, vous en avez parlé, Gérard. Oui, je suis content. Parfait. Pas d'autres naissances à annoncer de votre côté, Philippe Vandel? Non, pas du tout. Mais je suis assez étonné de ne pas avoir su cette chose. C'est-à-dire qu'elle soit née, parce que d'habitude Belmondo, quand même, ça fait la une des journaux, et j'étais étonné comme toi qui n'a pas entendu Chihuahua de tout l'été, je savais pas ça. Oui, mais il y a quand même d'autres choses qui se sont passées, ça a fait juste quelques petites infos. Avez-vous vu Loana dans Fort Boyard samedi soir? Ah, Gérard, j'étais sûr. J'ai vu, ben oui, parce qu'en vacances, je regarde quand même la télévision, parce que je ne fais pas autant que ça pendant l'année. Je l'ai vu à Fort Boyard, je l'ai vu à un moment donné, c'était très drôle. Je l'ai vu. Comme souvent, je n'ai fait que zapper, et je tombe à un moment donné, je vous assure que c'est vrai, Loana,
Comment la décrire? Imaginez un énorme sexe. Je vous assure que c'est vrai, c'est-à-dire un grand Masculin tuyau. ou féminin? Féminin, d'accord. En général, le prééminent et long, c'est plutôt bon. Un énorme sexe. Tu te trompes. D'accord. D'accord. Allonge-toi. Il y a longtemps que t'as pas eu d'expérience Il fait de des genre gestes là. avec les mains, tu fais un tube. Ah oui, non mais on dirait. Non mais il est en train de mimer. Féminin, tu vois. Non, faut quand même dire, oui. Gérard est en train de mimer Sa le bateau. dernière relation, c'est avec Gloria Lasso. Ouais, hein. non, mais attends. Mais non, un sexe Non, mais faut masculin, très long. féminin. C'est un lapsus. Je me suis permis. Alors de là, faire un lapsus. c'est un lapsus qu'un psy saurait commenter. Je me suis permis de faire un lapsus. C'est pas un lapsus, Donc, c'est de l'ignorance. Un énorme sexe masculin, long, Féminin. masculin. Ah bon, masculin. Elle était sur un énorme cylindre, gluant qui plus est, et il s'agissait pour elle d'arriver jusqu'au bout en rampant dessus. Non, mais vous êtes retombé sur une rediffusion de Jean-Édouard dans la piscine. Et il y avait, je crois, une clé à gagner au bout. C'était assez impressionnant. Ça, c'est Fort Boyard. Alors, s'il y avait une clé à gagner, c'est Fort Boyard, je vous le confirme. Elle est casse-cou, elle a dit. Casse-cou. Sans yeux. Voilà. Exactement. Sans yeux. Et elle a quand même fait gagner 3 890 € à l'association pour laquelle il s'agissait de jouer. Des amis de Loana samedi soir. Non, l'association, c'était les pupilles orphelins des sapeurs-pompiers. Oui, c'était bien. Et nous, on a failli le faire, hein, Ah au oui, Fort on a failli. Boyard. On a renoncé. On a renoncé. Hein. Mais je voulais pas monter sur le truc gluant, moi. Et c'est quand même étonnant cette Loana, parce qu'elle a fait quelques couvertures aussi. J'ai lu un peu la presse People. Elle a Moi j'ai vu ses fesses en couverture de Voici. Mais elle a un nouveau petit copain aussi, dont je ignore le nom. Et la Nal de Nice People. Ah, très bien. Non mais il y a une chose quand même formidable. Quand on a vu ce jeune homme d'Hélène et les garçons, quand Hélène et les garçons apparus, étaient diffusés, on disait on ne fait pas plus bête, qu'est-ce que c'est con, qu'est-ce que c'est nul. On l'entend aujourd'hui, on le trouve un prix Nobel à côté de ceux d'aujourd'hui. Oui. À côté Mais même le Loft 1, on trouvait ça débile, et maintenant le Loft 2, on dit que c'est vraiment nul par rapport au 1, qui était quand même vraiment mieux, plus de tenue, etc. Plus ça va, plus ça baisse. Et plus on s'habitue, vous voulez dire. Non, on s'habitue pas. Moi, j'arrive pas à m'habituer malgré mon Marcel. J'arrive pas. J'allais vous parler de David Kelly, l'expert britannique qui s'est suicidé, on en est sûr. Alors, on en est quasiment sûr, sauf qu'il y a cette fameuse phrase qu'il a dite à quelqu'un avec qui il s'entretenait. On me retrouvera mort dans un bois. Voilà. Si l'Irak est attaqué, on me retrouvera mort dans un bois. Bon, il y a une enquête actuellement en Grande-Bretagne. Ça arrange pas les affaires de Tony Blair. Hein, C'est quand même, ce David Kelly, tout le monde a souligné que c'était un très bon expert, un type formidable, sympathique. Par ailleurs, quand même, c'est pas du tout pour noircir le portrait, mais enfin, c'est pour montrer la complexité du personnage. Si j'ai bien compris, il y a peu de temps qu'il avait rejoint j'ai compris que c'était une quasi-secte islamique, qu'il s'était converti. Enfin, est-ce que je me trompe? J'avais pas lu ça, mais c'est une je l'ai lu information absolument, et notamment c'était ce groupe-là, on est allé interroger la personne qui le dirigeait, qui a expliqué que c'était un groupe où notamment il ne faut jamais mentir, donc c'est possible qu'il s'est senti traître en quelque sorte à l'Irak. Vous avez des infos que nous n'avons pas, Gérard j'ai pas Miller, mais il y aura d'autres scoops, ça c'est pour faire bien, juste avant de lancer la pub, il y aura d'autres scoops après la publicité, et je vous le jure. À tout de suite. Vous n'avez pas dit ça? Ah, le coup de la rentrée pas cher, je connais. Je te fais un prix sur les classeurs et les stylos, et par derrière, je t'assassine sur le beurre et les haricots. Ah, j'ai déjà donné. Mais moi, on ne me la fait plus. En tout cas, chez Casino, on ne nous la fait pas. Parce que rentrée ou pas rentrée, les petits prix, c'est toute l'année, sur tous les produits. Et puis la rentrée, c'est pas que des cahiers, des stylos et des cartables. Franchement, vous avez déjà essayé de manger un cartable? Supermarché Casino, on respire. En ce moment, chez Casino, c'est la rentrée avec Candy à lait de croissance. On laisse Anne Roumanoff chez Casino, on retrouve Isabelle Mergo, Philippe Vandel, Gérard Miller, Pierre Bénichou. Et le scoop. Le scoop, je sais que ça va vous gêner d'en parler, Pierre, mais Gérard, vous êtes comme moi, vous avez lu cet été dans le Nouvel Observateur, c'était un dossier sexe, qu'un ministre participait à des partouzes. Vous avez vu ça? Absolument. Regardez Pierre qui s'en fout. Un très joli petit texte qui était très bien écrit d'ailleurs par un journaliste qui décrivait la scène. Donc on est dans un appartement privé de Partouzard. En quelle année? Pas de précision là-dessus. On est dans un appartement de Partouzard et tout le monde dit quand est-ce que le ministre va arriver. Va arriver, ça ne s'écrit pas comme ça dans le Nouvel Obs. Va arriver. Et donc ça bruisse, mais il ne viendra pas, il n'osera pas venir. Et à un moment donné, le ministre arrive, accompagné, dit-on, de 2 créatures féminines. Il salue à peine les gens, va s'enfermer dans une pièce. Toutes les femmes trémoussent.
Précisons tout de suite, quand on dit le ministre, avant que vous terminiez cette histoire, qu'il peut s'agir évidemment d'un ancien ministre. On garde son titre. Ce n'est pas forcément un ministre actuel. Voilà, c'est ça. On vous appelle monsieur le ministre, même quand vous avez été ministre il y a 10 ou 15 ans, ou 2 ans, ou moins, on ne sait pas. Et donc, on décrit la scène, je la termine, il rentre dans une pièce avec ces deux créatures, les femmes qui sont là se trémoussent, plusieurs se précipitent, rentrent dans la pièce où on voit déjà, c'est exactement ce qui est décrit dans le Nouvel Observateur, on voit le ministre allongé, avec une créature sur le visage, une autre créature qui s'affaire un peu plus bas. Comment est-ce qu'on l'a reconnu? On l'avait vu rentrer. Ah d'accord. Et bref, un ministre partout. Et je sais vrai qu'une partie de l'été, nous nous sommes demandé, mais qui est ce ministre? Nous tenons enfin un des responsables et directeurs du Nouvel Observateur autour de cette table. Nous vous demandons maintenant, Pierre, le nom de cet ex-ministre ou ministre. Je vais vous dire la vérité, je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que maintenant... Putain, les mecs qu'on a fait rester pendant la pub, ils sont repartis sur RTL. Je ne sais pas, je fais confiance à la personne qui a écrit l'article. Je n'étais pas au journal pendant que cet article a été publié, je dois le dire, mais peu importe. J'assume. Mais je ne sais pas du tout de qui il s'agit. Et le truc était assez bien fait puisque... Mais de quel bord est-il? Juste savoir. Personne ne peut le savoir, je ne sais pas de qui il s'agit. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Des bruits courts. Moi, je pensais bien que nous n'allons pas ici dire un nom qui... Non, on va dire, Antoine Pinet, on m'a dit. Non, on va faire un autre jeu. Non, on va dire autre chose. Comme on n'a pas le droit de le dire, parce que c'est de la diffamation, on peut dire qu'il sait pas. Et de la vie privée, qui plus est. Oui. Entre adultes concernés. Je vous dis que moi, je ne sais pas. Voilà. Mais quel intérêt d'écrire ça si on ne sait pas qui c'est? Alors on peut écrire n'importe quelle connerie. Je ne comprends pas. Ah bah c'est la presse. C'est possible. Non, c'est pas de dire il y avait un ministre. C'était bien écrit en même temps. C'était très amusant à lire. Très amusant. Franchement. Très amusant. Et tous les petits encadrés, parce qu'il y en avait d'autres sur d'autres sujets. Enfin, c'était un article. Par ailleurs, sur le fait que, paraît-il, des centaines de milliers de Français sont échangistes, feraient du triolisme, etc. L'été particulièrement. C'est quoi du triolisme? Triolisme, c'est quand on est 3. C'est ce qu'il te proposait tout à l'heure. Ouais. Si tu Non, veux, avec Schwarzenegger. Dualisme, c'est les deux. Voilà. Et l'onanisme, c'est quand on est seul. Voilà. C'est comme quand un Suisse qui parle tout seul. Moi, je n'en dirai pas plus sur le ministre. Et vous n'aurez aucune autre information de ma part. Tu sais des choses. Je sais des choses. Mais alors, est-ce qu'il est encore en fonction? Aucune information. Tu peux juste dire ça quand même. Je pourrais simplement dire qu'il n'est pas en fonction. Mais je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce que tu appelles en fonction? Qui n'est pas actuellement. Et à l'heure où nous parlons, il n'est pas en train de on est sûr que c'est un homme. Pierre, peut-être que, vous n'avez pas la réponse, peut-être vous pouvez appeler un ami. Oui. Je n'appellerai pas un ami. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ou alors tu fais le 55 ans ou le 69-69. On peut faire aussi l'appel au public. Qu'est-ce que c'est bien? Ordinateur, enlevé de nom. Qu'est-ce que c'est bien? On a beau dire qu'est-ce que c'est bien qui veut gagner des millions. Qu'est-ce que c'est bien? J'ai passé mon été à regarder qui veut gagner des millions. Qu'est-ce que c'est bien? Moi j'adore. C'est formidable. Formidable parce que en fait, ça a l'air très très suffisant ce que je veux dire, très sûr de soi. Moi, les questions difficiles, quand ils arrivent, en général, j'en trouve quand même 3 sur 4. Et c'est dans les questions faciles que je suis marron. Pas dans les premières. Pas qu'est-ce qui garde le troupeau? Un chien, un rat, un loup ou une poule? Là, je dis le chien. Bon. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon. Mais dès que ça commence, les questions à 800 balles, à 800 euros. 800 euros. Ouais. Ça commence à 1500 à être dur, on va dire. Non, c'est à 800. Non, mais il a raison. C'est à 800 que je me fais faire marron. Oui. Qui était Schtroumpf dans les Strings? Bronkim, Miktrum, Frutzen ou Vlouf. Va trouver ça. Moi, les gens que j'ai... Ça, c'est vrai. Le collège universitaire qui est là au téléphone, prêt à me répondre, ou le public, où personne ne sait ça. Et je serai éliminé à 800 euros. Après ça, on demande quel âge avait Rimbaud, comme disait Coluche. Quelle différence y a-t-il? Le quiz de Coluche, c'était... Première question, quelle différence y a-t-il entre un chapeau, quel âge avait Rimbaud, et le troisième... C'est quasiment ça. Mais c'est dommage qu'évidemment votre émission soit sur France 2, parce qu'on ne sera donc pas invité à faire le maillon faible. Qu'est-ce que j'aime bien? Non, le plus drôle, c'est si on a le maillon faible et qui veut gagner des millions. Le maillon faible, vous savez qu'on a joué ce week-end, on était avec quelques amis à la campagne, on a joué entre nous avec les cartes, parce que j'ai acheté les cartes de qui veut gagner des millions, et on fait vraiment l'appel à un ami, c'est qu'on appelle quelqu'un d'extérieur. On était minuit quand on jouait, on a essayé tous de vous joindre, Gérard Miller. Il y avait une question sur quelle école a fait Valérie
Valéry Giscard d'Estaing. Alors c'était ou Polytechnique, ou les Mines, ou Centrale, et j'ai oublié la quatrième. Moi, j'aurais dit Polytechnique. Moi aussi, Polytechnique. Et on ne sait, ceux qui jouaient ne savaient pas. On a essayé de vous appeler, Gérard, vous étiez sur répondeur. Pierre Bénichou. Vous savez, le cas, c'est que j'étais avec le frère en vacances dans un endroit en Portugal où il y avait le frère de Giscard d'Estaing. Bah oui. T'aurais pu trouver alors. Donc je serais allé lui demander. Je serais allé immédiatement lui demander. Mais c'est marrant, vous m'ayez pas appelé. On a appelé finalement Annie Lemoine qui a su nous répondre. Polytechnique. Ah ben voilà, c'est ce que j'aurais dit. Oui. Parce que le central, c'est une école, enfin c'est moins important que Polytechnique, et les mines, c'est après Polytechnique, donc c'est pas. Alors on va faire, regardez, le maillon faible avec Pierre, on l'a fait, il faut bien le dire aussi, j'ai joué au maillon faible, y compris avec Pierre, puisqu'on était à un autre moment en vacances. Ce que j'adore, c'est les questions comme ça. Pierre, comment s'appellent les 3 neveux de Donald? Est-ce qu'ils s'appellent Mikou, Mickey et Minou, Riri, Fifi et Loulou? Riri, Fifi et Loulou. Ah, c'est bien. Il attend même pas la fin. Ah non, il faut dire qu'il connaît toute l'œuvre de Jean-Jacques Debout. Comment il va d'ailleurs? Est-ce que vous... Non, il va très bien. Je sais que c'est un copain à vous. J'ai eu ses nouvelles. Il va très bien. Il est sorti de prison. Il a toujours un beau bracelet électronique. Ah mais oui, c'est vrai. Oui, c'est facile de se moquer. Non, bah c'est vrai. Non, il va très bien. C'était une connerie. Il a conduit. Il était rond. Et sans permis, c'est ça? Son permis, il avait été retiré parce qu'il avait conduit, il était rond. Ouais. Et il pouvait pas se rappeler qu'il n'avait pas de permis puisqu'il était rond. Non, ben oui, c'est un. Oui, ça. Qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Alors, cela dit, c'est un truc quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre? C'est Charlie Hebdo. Est-ce que vous acceptez qu'on dise que c'est criminel de rouler sans permis en étant bourré? D'accord. Et je trouve d'ailleurs, puisqu'on l'a dit, j'ai recensé tout à l'heure toutes les conneries de ce gouvernement. Je veux dire les difficultés, en tout cas dans lesquelles il se trouve. S'il y a un truc absolument formidable. Absolument. C'est ce qu'ils ont fait pour la sécurité routière. Ouais, c'est que vraiment personne, quand on est à 125 à l'heure, 130 à l'heure sur l'autoroute, il est rarissime que l'on vous double. Alors, on peut rouler tranquille très vite. Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve. Vous allez parler de Charlie Hebdo. Rien n'est assez coercitif comme mesure pour arriver à ça. Il y avait une phrase très drôle dans Charlie Hebdo à propos de Jean-Jacques Debout. Charlie Hebdo avait écrit c'est quand même con, ils ont foutu en tôle Jean-Jacques Debout parce que à cause de l'alcool, il avait roulé trop vite, alors qu'on aurait dû le foutre en tôle parce qu'il a écrit les chansons de Chantal Goyage. C'est un peu fast. Non, ils ont fait mieux. Vous avez vu le dessin de Charlie Hebdo? Il ne roulait pas vite. Ouais. Vous avez vu le dessin de Charlie Hebdo avec Saddam Hussein dans Charlie Hebdo? Non. C'est formidable. On voit Saddam Hussein en Irak et qui dit vous avez pris mon palais, mon pays, mon pétrole, ma femme, mes fils, mais vous n'aurez pas ma liberté de passer. Ça, c'est très bien. Ça. Alors justement, l'actualité du disque, c'est aussi un nouvel album. Alors attention, on va faire un petit qui veut gagner million si vous voulez. Alors attention, l'album s'appelle Lilith. C'est le nouvel album de Florent Pagny, de Michel Polnareff, de Pascal Obispo ou de Jean-Louis Murat. Michel Polnareff. Moi, je dis Pascal Obispo. Moi, il y avait. Non, attends. Moi, je dis Pagny parce qu'il était à l'Olympia. Eh bien, vous chutez tous à la question à 500 €. Voici Jean-Louis Murat et son nouvel album Lilith, le premier titre extrait de cet album qui contient 23 chansons. Hein. C'est un double CD, 23 chansons. La première chanson extraite de cet album s'appelle Le cri du papillon. C'est une nouveauté. Jean-Louis Murat.
Le cri du papillon, c'est une nouveauté signée Jean-Louis Murat. Je vous emmène direction Colombes, dans les Hauts-de-Seine, où nous attend Madame le maire de Colombes, Nicole Guetta, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire à Colombes depuis 2 ans, je crois. Absolument. Alors, à Colombes en ce moment, il y a une décision du conseil municipal qui fait polémique. On nous en parle dans les médias. J'ai entendu ça à la radio hier. J'ai lu ça dans l'Humanité ce matin. Le conseil municipal de votre ville, donc vous compris j'imagine, a décidé en juin de réserver l'accès à la cantine scolaire aux enfants dont les 2 parents travaillent parce que, vous l'expliquez je crois très bien, il n'y a pas assez de place pour servir 9000 enfants qui sont en école maternelle. Je crois que la restauration est limitée à 5000 repas quotidiens. Et donc vous avez décidé d'écarter les parents dont les enfants dont un des 2 parents peut éventuellement fournir le repas du midi, c'est ça ? C'est pas exactement ça. Il y a 9000 enfants qui sont scolarisés à Colombes en primaire et en maternelle. Et nous avons l'habitude de fournir environ 5000 repas, 5000 enfants restent à la cantine. Et cette année, nous avons eu 13 classes nouvelles, deux ouvertures de classes. Donc les cantines, les écoles sont à saturation, les réfectoires sont à saturation, et il a fallu prendre une réglementation pour savoir quels enfants nous allons accueillir en priorité. Alors vous comprenez, j'imagine les réactions que ça suscite, parce que moi c'est vrai que bêtement, dans un premier temps quand j'ai entendu l'info, je me suis dit après tout c'est vrai, s'il y a les parents qui sont à la maison ils peuvent servir à manger, mais l'humanité a tout de même raison. Ça, dans un deuxième temps je me suis dit c'est vrai que c'est peut-être une connerie, c'est que la plupart des parents qui peuvent être à la maison, c'est ceux qui ne travaillent pas, et ceux qui ne travaillent pas sont généralement des chômeurs, et c'est peut-être ceux qui justement ont le moins de facilité à nourrir leurs enfants, d'où la nécessité de les mettre à la cantine. C'est une façon de voir les choses, mais il y a aussi des enfants de cadre dont la maman ne travaille pas et qui peut également garder ses enfants à la maison. Pour cela, point de problème. Voilà. Donc, et pour les autres, il n'y en aura pas non plus, parce que pour les autres, nous les accueillons 2 jours sur 4, donc ça leur donne déjà la possibilité de se rendre au rendez-vous si éventuellement ils en ont pour retrouver du travail, ce que je leur souhaite. Et deuxièmement, si on ne peut pas accueillir les enfants, les murs ne sont pas extensibles. Il y a eu une imprévoyance de la municipalité précédente d'agrandir les écoles et les réfectoires, puisque nous sommes obligés de restructurer à l'heure actuelle. Donc il y a une urgence qui se présente à nous pour accueillir ces enfants, puisque ces 13 classes supplémentaires ont été ouvertes, ont été décidées en mai, et qu'il fallait être prêt pour septembre. Gérard Miller. Moi ça me choque, madame. Je ne doute pas que vous ayez du cœur et qu'évidemment vous ne vouliez pas pénaliser certains enfants. Ce qui me choque, c'est que, bien évidemment, si les parents, comme vous dites, sont cadres, la mère est à la maison, pourquoi, d'ailleurs, peut-être même ne souhaite-t-elle pas que ses enfants aillent à la cantine à l'occasion, mais le simple fait qu'un enfant dont les parents sont chômeurs puisse être mis à l'écart d'une cantine parce que ses parents sont chômeurs, même s'il n'y en a qu'un seul, c'est choquant. Vous savez bien comment ça se passe entre les enfants. Mais on mélange 2 arguments, pardon. On mélange l'argument de la disponibilité. Je suis pas en train de vous donner raison, madame, mais je suis en train de dire, on mélange 2 arguments, la disponibilité pour les parents de s'occuper des petits, et puis l'argument du prix du repas. C'est totalement différent. Moi, je parle simplement du fait qu'on puisse dire à un enfant, tu ne mangeras pas à la cantine parce que tes parents sont chômeurs et ne travaillent pas. Non, tu ne manges pas à la cantine parce que tes parents peuvent te garder à midi. C'est pas du tout. Tu mélanges 2 arguments. Mais écoutez, je m'excuse. Si l'enfant, il y a un droit en France jusqu'à présent, par exemple, à être scolarisé. Eh ben, il y a un droit aussi à pouvoir manger à la cantine. J'ai jamais entendu qu'un enfant qui voulait manger à la cantine ou dont les parents souhaitaient qu'il mange à la cantine ne puisse pas le faire. T'as jamais entendu, mais tu vois juste qu'il n'y a pas de place. Ils vont faire comment? Ils vont pousser les murs. Ils vont dépasser les normes de sécurité. Mais c'est très drôle. C'est exactement comme si tu disais, nous n'avons pas assez de place dans les classes, donc nous n'allons pas scolariser tous les enfants, nous allons trouver des critères. Ça n'est pas à vous, me semble-t-il, madame. S'il y a un vrai problème, c'est l'éducation nationale qui doit régler, je ne sais pas... Objection, votre honneur. Madame Ferry pourrait ouvrir une cantine. Sauf que la cantine est la responsabilité municipale et que les écoles sont de la responsabilité étatique. Donc voilà, donc on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et ensuite, je considère que les enfants ne sont pas pénalisés d'aller manger en famille. C'est un plus qu'on apporte à ces enfants. Enfin, voilà. Et ton argument, des journées des enfants qui commencent à 7h30 du soir et qui finissent à 6h30, ce sont des journées très lourdes pour les enfants. Et avoir une coupure pour rentrer chez eux, quand ils ont la possibilité d'avoir un papa ou une maman à la maison, c'est un plus qu'on apporte à ces enfants. Mais c'est pas à vous de décider, madame. Mais je n'ai pas décidé.
je dis que j'accueille tous les enfants dans la mesure où le réfectoire le permet. Nous avons 2 services à l'heure actuelle. Les enfants mangent en 1h30. Nous ne pouvons pas faire 3 services. Et justement, c'est ce confort qu'on veut apporter à ces enfants. Ils peuvent pas manger en 10 minutes, un quart d'heure. Donc on leur donne la possibilité de manger correctement en une demi-heure ou de rentrer chez eux. Et sur les 38 écoles, il y a 23 écoles qui posent problème. Dans les autres écoles, on accueillera tout le monde. C'est simplement les écoles qui posent problème, sur lesquelles il y aura une priorité. Pierre Bénichou. Moi, je voudrais vous dire, voilà, je trouve le titre de l'article d'Humanité vraiment un peu trop orienté. Pas de cantine pour les enfants de chômeurs, mais c'est vrai que c'est une conséquence de cette mesure que vous avez prise et qui peut être justifiée par le manque de place. Il suffirait que vous rajoutiez dans votre nouvel arrêté municipal. Le père de Julien Courbet. Il faut que les 2 parents soient pris à l'heure du déjeuner, ou alors que les parents puissent fournir un certificat d'indigence ou un certificat, ou peut-être, si les 2 parents sont chômeurs, à ce moment-là, ils seront acceptés. Voilà, parce que on comprend que quand les gens restent à la maison, un des 2 reste à la maison, il vaut mieux qu'elle aille à la maison. Si ce sont des gens qui ne sont pas en mesure d'assurer, pour une raison ou pour une autre, ou pour une question de chômage, la nourriture de leurs enfants, à ce moment-là, il faudrait le faire. Ouais, c'est vrai. Solution, rajoutez-le. Est-ce que vous pourriez le rajouter? Moi aussi, et quel serait le surcroît, le surnombre que cela entraînerait? Voilà. Mais monsieur, tout ça est prévu puisque nous avons également une commission sociale et scolaire qui est prévue avec des élus, avec le directeur de l'école, avec l'association des parents d'élèves qui vont justement statuer sur les cas difficiles dont vous parlez. Alors très bien. Alors c'est très bien. Nous avons là à l'heure actuelle un dossier que j'ai rencontré où la famille est sous tutelle. Ils m'ont dit on peut pas prendre les enfants, mais il n'y a pas de problème, on les prend ces gens-là. Ces enfants-là ils sont pris automatiquement. Alors si j'étais votre conseiller en communication, je vous aurais dit de commencer par là, madame. Mais je pensais pas que c'était ça qui posait problème. Mais la commission, elle existe, ouais. et nous allons la faire fonctionner jusque fin septembre. Madame le maire, vous voyez que nous sommes tout près d'un compromis grâce à monsieur Bénichou. Je rajouterais juste une chose. Acceptez peut-être aussi les enfants dont les mères font très très mal la cuisine. Ne les obligez pas à manger. C'est impossible. Acceptons aussi cette dérogation. Non, on a coupé la poire en 2. Madame a tout à fait raison. Il faut faire des commissions pour pouvoir nourrir les enfants. On vous remercie, on vous applaudit. À propos de nourriture. Très vite, avant 18h. À propos de nourriture, j'ai une histoire pas mal qu'on m'a racontée. C'est une mère juive à Brooklyn qui est là, et son fils il a eu une réussite formidable, c'est Kissinger, quoi, pratiquement, quoi. Il est partout, il est sans arrêt en voyage, il vient voir sa mère tous les 3 mois, parce qu'il est tellement pris. Alors, il vient un jour, sa mère dit, il y a 3 mois que je t'ai pas vu, je fais pas trop l'accent. Il y a 3 mois, c'est pas possible, je t'ai préparé à manger quelque chose. Elle dit, maman, je ne peux pas manger, Je t'assure, je bouffe trop, j'en peux plus, je suis gros. Elle dit, mais bois quelque chose. Elle dit, oui, un jus d'orange. Il boit un jus d'orange. Il dit, quelle merveille, ce jus d'orange, ce qu'il est bon. Maman, elle dit, bon, cette fois, tu reviens dans 15 jours, tu me promets, oui. 4 mois sans revenir. Au bout de 4 mois, il revient, sa mère lui dit, ah, je t'ai préparé la carte farcie, je t'ai préparé des petites choses, là, tu vas bien manger. Il dit, maman, je ne peux rien manger. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, un verre de lait. Il dit, oui, je vais te préparer un verre de lait. Après le jus d'orange. C'était la dernière histoire de Pierre Bénichou pour aujourd'hui. On se retrouvera demain, évidemment, entre 16h et 18h sur Europe 1. Je vous signale que l'émission est en direct 3 jours sur 5. Profitez-en. Vous pouvez assister ici à cette émission rue François 1er dans les studios d'Europe 1 à On va se gêner. Vous verrez Isabelle Mergo en vrai, plus resplendissante que jamais. Et son Marcel. Et son Marcel. C'est une fille qui paye rarement la chambre. Et pour assister à l'émission, il vous suffit d'appeler Olivier ici à Europe 1 au 01 47 23 18 04 47 23 18 04. Europe 1, il est pile 18h.